Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Eh ben écoute, bienvenue Rebecca sur mon podcast. Je suis vraiment ravie de pouvoir t'accueillir. On s'est rencontrés pendant la formation avec Oh Mama Care et j'avais très envie que tu nous racontes un petit peu ton parcours de maman avec tes deux enfants. Et avant de pouvoir commencer avec toutes mes petites questions, j'aimerais que tu commences à te présenter à nos auditeurs. Merci beaucoup à toi de me recevoir. Effectivement, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés pendant une formation du coup d'accompagnante périnatale. Donc ça me caractérise un petit peu. Je suis Rebecca, j'ai deux enfants comme tu l'as dit, et je suis actuellement en processus de reconversion, voilà, pour accompagner un petit peu les mamans dans leur postpartum, puisque c'est une grosse étape de la vie que j'ai vécue du coup deux fois, dont une fois il n'y a pas très longtemps du tout. Et du coup, ouais, c'est vraiment un moment de chamboulement et j'en suis rendu compte et je voulais essayer d'accompagner un petit peu les mamans là-dessus. Et d'ailleurs, outre l'envie d'être accompagnée par une accompagnante périnatale, j'ai aussi décidé de lancer un podcast après la naissance de mon premier enfant pour parler vraiment accouchement parce que pour moi, c'est quelque chose dont on parle pas encore assez. Ça, c'est clair. Et est-ce que tu veux nous partager le nom de ton podcast pour qu'on puisse le mettre dans la barre d'infos si tu souhaites? Alors, très simplement, c'est Balance ton accouchement. Moi, Parce j'adore que le je mot. voulais... Enfin, le nom, du coup, c'est vraiment rendu dans le vif du sujet, c'est balance ton C'est accouchement. ça. C'est ça, parce que je veux vraiment qu'on puisse être libéré autour de ça et arrêter d'avoir la phrase que tout le monde reçoit. Non, mais t'inquiète, on oublie vite. Non, les gars, on n'oublie pas. Ouais, c'est clair. Et c'est surtout que chaque accouchement est tellement différent en fonction de chaque femme. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment génial et t'as vraiment pas mal d'épisodes, hein, donc t'as pu interviewer quand même pas mal de mamans, donc je trouve ça vraiment chouette. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour pouvoir découvrir. Et sans plus attendre, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu nous as dit que tu étais maman de deux enfants. Donc, toi, tu es la maman de Nathan, qui est ton premier enfant, et C'est ça. également Charlotte. Et Charlotte, je sais plus, elle a combien de mois maintenant? Charlotte, elle a eu 7 mois dimanche. Ah ouais. Mais je crois que tu étais enceinte pendant la formation, non? Oui, c'est ça. Ouais, J'étais c'est enceinte ça. pour la formation. Ouais. Justement, on va commencer un petit peu au début. Est-ce que tu veux nous raconter comment est-ce que tu as rencontré ton conjoint? Et on s'est rencontrés autour d'un sujet qui me passionnait beaucoup plus avant, même si j'ai toujours intéressé, qui est Disney. On est deux grands fans Disney, parcs Disney, films Disney, enfin tout ça. Et du coup, lui, il avait créé un site qui parlait d'actualité Disney. Donc, et moi, j'ai postulé pour être rédactrice, voilà, parce que j'habitais avant région parisienne, donc j'allais quand même souvent dans les parcs et donc je voulais rédiger sur son site. Donc j'ai postulé, on s'est rencontrés, voilà, comme deux amis qu'on a été quand même assez longtemps dans une communauté. On était quand même une quarantaine de personnes à l'époque sur ce site, dans ce petit groupe. Donc voilà, donc on s'est vu deux, trois fois avec tout le monde en tant qu'amis. On était par ailleurs en couple tous les deux de notre côté, donc pas du tout de sous-entendu, rien. Et puis ça s'est fini de son côté. Ça s'est fini de mon côté un peu violemment aussi, mais ça c'est une autre histoire. Et puis finalement, on a recommencé à se parler quand même un peu plus.
Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure, au fil des mois, que on commençait à avoir quelque chose de plus que de l'amitié, quoi. Alors, je disais, notre histoire est née, mais sans vraiment de date de début. En fait, on sait même pas vraiment quand est-ce qu'on s'est mis ensemble. Ça s'est fait naturellement et on a juste regardé un coup dans le rétro, on s'est dit, ah, en fait, on est ensemble là. Et voilà. Et vous vous êtes rencontrés à quel âge? À quel âge? C'était en 2016. Ça fait un moment. Ça Vers, remonte du coup? vers 21 ans, 20 ans, 21 ans, ouais. Ah ouais, vous étiez quand même plus jeune au début de Ouais, votre rencontre. Mais c'est bien en fait, c'est vraiment une passion du coup qui vous a permis de vous de faire la rencontre et en fait ça s'est découlé comme ça quoi, comme tu dis c'est naturellement. ça. C'est Le trop mignon. fameux quand tu t'y attends pas, en fait. Ouais. Et vous avez un Disney préféré? Oui, pas le même. Moi, j'adore Cendrillon. Lui, je crois qu'il a pas vraiment de préférence marquée. Après, nous, c'est Ouais. surtout les parcs. Pour le coup, Ouais, vous on adorez est ça. très, très dans les parcs. On a fait le tour du monde des parcs de Disney. On y va quand même assez régulièrement. Donc voilà. Ouais. Ah, c'est trop mignon. En tout cas, ça relève un petit peu, tu sais, des histoires d'amour de Disney. Oui, Un c'est petit ça. peu. À quel moment, du coup, vous avez entrepris cette décision de pouvoir mener à bien ce projet bébé? Est-ce que c'est venu assez facilement ou est-ce que c'est venu comme ça? C'est venu petit à petit. On s'installait de plus en plus. Moi, de base, j'étais étudiante, j'ai fini mes études, j'ai eu un CDI. Lui, il a lancé sa boîte de son côté, donc il est devenu chef d'entreprise. Donc voilà, on avançait dans nos petites carrières respectives l'un et l'autre. Après, oui, on parlait comme un peu comme tout le monde, je pense, au bout de 2, 3 ans de relation. Ah bah tiens, mariage et tout, bébé. Moi, je disais, moi, franchement, si je me marie, si je me marie, c'est sans enfant. Et si j'ai un enfant, on se mariera pas. Enfin voilà, c'était un peu des petites discussions. Voilà, sur l'oreiller le soir, on papote. Et puis un jour, il a fait sa demande en 2020. Et puis en fait, ça s'est un peu tout enchaîné parce que sa maman est tombée malade. On en reparlera un petit peu après, je crois, mais sa maman est tombée malade d'une grosse maladie à ce moment-là. Le fait est que quelques mois plus tard, elle est partie, elle est décédée. Et moi, à ce moment-là, j'étais sous pilule. Et quand c'était vraiment une maladie qui était très prenante, du coup, les dernières semaines, j'oubliais régulièrement une pilule parce que voilà, on n'était pas dans, enfin, j'étais pas dans ma tête correctement, quoi. Donc, j'oubliais ma pilule. Quand elle est décédée, voilà, j'ai peut-être eu 15 jours sans la prendre parce que j'y pensais pas du tout, du tout. Donc du coup, je lui ai dit que par contre, on a un problème, je prends plus la pilule. Du coup, comment on fait? Parce que le fait est qu'on a quand même moins de relations aussi intimes, mais bon, je lui ai dit là, ça fait quand même un petit moment que je la prends pas. Si jamais je tombe enceinte, on fait comment? Enfin, ça s'est un peu imposé comme ça. Donc, on s'est quand même posé la question. Sa maman était partie, donc on avait entre guillemets ça en moins à gérer. Donc on s'est dit bon, écoute, reprends la pilule, on s'est dit je reprends la pilule, on se laisse 2, 3 mois. Et puis, on devait se marier, du coup, religieusement en septembre. On s'est dit, bon, bah, en juillet, on arrête la pilule, comme ça, on se laisse tranquillou, tout doux de voir. Et puis, si jamais là, j'étais enceinte, on aurait gardé le bébé. Mais si j'étais pas enceinte, on se laissait encore 2, 3 mois pour tomber enceinte. Et voilà. Et du coup, c'est venu au moment où vous en avez parlé, ça a eu un déclic ou ça a pris un peu plus de temps pour que Nathan arrive? Bah, non, du coup, donc j'étais pas enceinte du coup pendant la période un peu accidentelle. Du coup, bon, c'était déjà ça parce que on était un peu soulagés quand même parce que c'était pas vraiment le projet, on s'était pas posé. Mais bon, le Ouais. fait est qu'en juillet, du coup, comme on s'était dit, j'ai arrêté la pilule et j'ai arrêté la pilule, je crois, le 13 juillet, je tombe enceinte le 30, un truc dans le genre. Ah ouais, ça a été Donc du coup voilà. enfin plutôt efficace et Premier cycle en fait, premier ouais, cycle. Alors que ça faisait 8 ans que je prenais la pilule tout le temps, hormones à fond. On s'est dit c'est pas possible. On s'est dit ça va prendre au moins 6 mois, ouais. voire un an. Et bah non, en fait j'ai jamais eu de règles au final. Ah ouais. Bah, Pas comme de quoi des règles fois naturelles quoi. ouais. Mais des fois le corps c'est tellement différent d'une personne à une autre et c'est fou comme quoi des fois ça peut prendre assez rapidement et c'est tellement chouette aussi parce que quand il y a un projet tu vois qui est tant voulu et tout c'est vraiment merveilleux quoi. Et ça, après, c'est un peu la J'adorais. douche froide que tu entends aussi beaucoup de ça va mettre du temps. Et du coup, Ouais. quand tu vois pas ta règle arriver, tu te dis bah oui, mais c'est pas possible. Du coup, j'ai fait un test dans la salle de bain chez mes grands-parents en mode pas du tout, c'est pas possible. Et quand je vais dedans, je fais oh là, ah oui, c'est vrai en fait. Du coup, C'est quand même un peu le choc. t'as fallu un petit temps pour réaliser ou comment tu Bah, en fait, l'as j'ai vécu vu ça? les 2 barres.
Et je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Et du coup, en fait, j'ai été le voir avec mon test dans la chambre, en lui mettant sous le nez, en mode, regarde, il dit, bah ouais, bah t'es enceinte. Donc voilà, on a compris, c'est vrai que c'était un peu en mode, waouh, ok, ça marche comme ça, ok, trop, trop bien, mais voilà, juste un peu de se dire, je pense pas que ça marcherait tout de suite en fait. Mais après, c'était pas non plus un choc et c'était vraiment un bébé voulu, donc il n'y avait pas de problème. Ouais. Et ton conjoint, comment il l'a vécu à ce moment-là? C'est quelqu'un, j'ai envie de dire, qui est très terre à terre entre guillemets, qui accueille chaque chose dans voilà donc bah, elle était décédée, ok, bon bah c'est enfin ça lui a fait de la peine, pas dire le contraire, mais enfin, c'était un peu deux actes enfin deux choses différentes et c'était pas voilà, c'était il a bien vécu quoi. Ouais, il était content du coup de se dire que C'est ça. bébé arrive. Ouais, ça c'est super chouette. Alors du coup, comment ça s'est passé ces premiers instants où justement t'as appris que t'étais enceinte? Après, du coup ta grossesse du coup est arrivée naturellement, ton ventre du coup a pris forme. Et comment tu t'es sentie justement sur pendant cette grossesse? Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as vécu émotionnellement et pour tout ça quoi? Tu travaillais à ce moment-là? Oui, je travaillais. Ok. Du coup, je veux savoir que je prends du ventre direct. Mais alors, je suis Ah enceinte de ouais? 3 semaines, j'ai déjà un petit ventre, quoi. Donc, très difficile à cacher, surtout qu'on avait au début le truc de, enfin, pour la première question, on a beaucoup eu de, faut pas le dire avant 3 mois, tu sais pas ce qui peut se passer et tout. Et j'avais mon mariage, du coup, qui arrivait, bah, du coup, en septembre, je suis tombée enceinte en juillet, donc c'était dit, allez, on annonce au mariage, mais juste avant, on dit ça à personne et tout ça. Et en fait, il y a un jour, ça doit être fin août ou début septembre, je sais plus. J'ai commencé à perdre du sang un petit peu. Donc là, ça m'a beaucoup fait stresser. J'étais voir ma sage-femme, qui est pas du tout rassurante, qui m'a dit non mais là, allez aux urgences tout de suite. Mais bon, je pense que c'est fini. Vous perdez trop de sang. Je pense pas qu'on se refixe rendez-vous la prochaine fois. Vous me direz, mais vraiment, elle était en mode, c'est bon, c'est réglé dans ton histoire quoi. Et donc je vais aux urgences et en fait personne n'était au courant parce qu'on l'avait dit à personne parce qu'il faut pas le dire avant 3 mois. Donc mes parents étaient pas au courant, enfin personne vraiment, il y avait que nous deux et on devait aller chez mon beau-père et du coup mon beau-père appelle et il dit bah vous arrivez à quelle heure? Et du coup mon mari dit ah écoute je sais pas Rebecca elle est enceinte on va aux urgences parce qu'elle perd du sang on croit qu'elle fait une fausse couche. Voilà allez divers ça. C'est dit. Et enfin bon voilà, ça pour dire que bon, c'était pas ça du tout parce que c'était juste ça arrive de temps en temps et tout allait très bien. Donc j'ai entendu le cœur de mon bébé pour la première fois ce soir-là. Et voilà, tout ça pour dire que ne dites, enfin, si vous n'êtes pas OK avec ça, dites les choses dès le départ. Mm. Parce que ouais, moi le cacher au final, je me suis rendu compte que c'était une bêtise pas possible parce que si je l'avais perdu ce soir-là, j'aurais été tellement triste et bah, j'aurais pu le dire à personne parce que personne ne le savait. Donc c'était un peu bêta quoi. Ah bref, je trouve que ça me correspond pas. Mais sinon, à part ça, j'ai très bien vécu ma grossesse. Moi, j'adore être enceinte. J'aime trop ça. J'aime trop voir le petit ventre qui grossit, quand tu sens les petits mouvements. J'adore ça. J'ai toujours un peu le stress, par contre, que ça qui bouge plus, qu'il soit plus là, que ça soit arrêté, parce que je sais que ça arrive. Pour le coup, je me suis informée dès le départ avec des podcasts, tout ça, sur ce qui pouvait se passer. Du coup, je savais qu'il y avait des fausses couches, je savais qu'il y avait des fausses couches jusqu'à très tard. Je savais qu'avant 3 mois, c'était pas sûr du tout. Enfin, quand même un peu stressant psychologiquement de se dire j'ai peur que ça s'arrête. Mais moi, j'adore, enfin, vraiment, la grossesse, j'adore ça. J'ai de la chance de pas être trop impactée. Enfin, des nausées au début, mais rien d'insupportable. De la fatigue, ça beaucoup, mais voilà, bah, c'est pas très grave. Je fabrique un bébé, donc c'est pas grave. Enfin, voilà, j'aime trop cette sensation. Première grossesse, j'ai eu du diabète gestationnel, mais enfin, je crois que j'en avais pas en fait. Et j'ai été diagnostiquée parce que j'étais à 0,01 au-dessus du taux. Et en fait, je crois que c'était juste parce que j'ai trop mangé de sucre la veille, c'est tout. Et bon, voilà, donc j'étais un peu suivie en grossesse pathologique parce que diabète, alors que tous mes taux, enfin, je me piquais, enfin, j'ai fait la petite test de la goutte de sang avant et après chaque repas, donc 6 fois par jour. Et à chaque fois, j'étais très bonne dans mes taux, du coup, enfin, rien de bien stressant. C'était la seule chose qui était un peu négative dans cette grossesse, donc j'ai vraiment pas à me plaindre. Ouais, t'as passé vraiment une très belle grossesse. Et c'est important aussi de le Ouais. dire, tu vois, que parfois les grossesses, elles se passent bien parce que bah il y a des femmes aussi que j'ai pu rencontrer et qui me faisaient part qu'elles avaient tellement peur que la grossesse se passe mal, mais c'est aussi dire que parfois ça peut avoir des complications et parfois ça peut très bien se passer.
Et je trouve que Oui. c'est important, tu vois, de le dire et je te remercie d'être honnête par rapport à ça. C'est vrai que c'est chouette et il y a des femmes qui adorent ça, justement, être enceinte, Ouais. c'est hyper agréable pour elles. Ouais, et t'en fais partie en tout cas Ah de ouais, ce moi team-là. j'adore ça. Bah, c'est clair Bah, qu'il c'est faut, cool. il faut communiquer sur le fait qu'on peut ne pas aimer, mais on peut aussi adorer ce moment et genre juste se dire c'est trop bien. Et moi, c'est mon cas, quoi. Ouais. Quand tout à l'heure tu nous parlais que tu avais eu un petit peu de sang, est-ce que tu l'as vu, c'était apparent en fait dans les quand tu étais aux toilettes, comment ça s'est passé du coup? Ouais, c'était un peu comme si j'avais mes règles en fait. Enfin, moins abondant quand même, mais enfin vraiment ça avait duré, je sais plus, mais peut-être j'avais dû les avoir, je sais pas, mettons le mercredi, j'allais avoir sa chambre le jeudi, donc je m'étais dit bon bah j'attends demain parce que puis je me suis pas rendu compte que c'était, enfin, je me suis dit ça peut être grave, mais je n'avais pas percuté que ça devait être urgent à traiter en fait. Je me suis dit ouais je vais l'avoir demain tranquille quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu, ouais, c'était vraiment comme des règles, je devais me changer comme si j'avais des règles et tout ça. Ouais. Donc, pas très abondante les règles, mais voilà, c'était pas une petite trace. C'était quand même assez important. D'où ce qui avait fait peur à la sage-femme d'ailleurs. Elle m'a dit, Ah vous ouais. parlez ça depuis hier. Quand ce qu'elle avait regardé quand même, elle avait vu qu'il y avait quand même, voilà, elle avait mis ses mains, elle avait vu qu'il y en avait sur ses doigts. Pour elle, c'était terminé, quoi. C'était une fausse couche. Donc ouais, moi quand elle me l'a pas dit comme ça, mais elle m'a vraiment dit, oui bah allez aux urgences, mais bon, on refuse pas de rendez-vous. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir un nouveau rendez-vous. Et là j'ai compris que ah ok, pas d'autres rendez-vous, ça veut dire que tu penses qu'il n'y a plus rien quoi. Et comment tu l'as vécu quand elle t'a dit ça? Ah pour le coup, pas très mal. Et c'est là que j'ai eu très Ouais. peur et donc j'ai été aux urgences et bah, en plus c'était contexte, on était encore en 2021. Donc c'était contexte fin de Covid, donc mon mari n'a pas pu venir avec moi parce que c'était en plus c'est le soir. Donc Ah bah j'étais oui. toute seule aux urgences gynéco avec des femmes qui étaient en train d'accoucher en salle d'attente, enfin vraiment les gros ventres et j'ai les contractions. T'avais moi avec mon petit bidou de je suis enceinte de 8 semaines, voilà, qui était là, qui perdait du sang, qui a attendu des plombes sans réseau parce qu'il n'y avait pas de réseau évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc mon mari derrière la porte qui disait aussi que c'était terminé. Enfin voilà, c'était très stressant. J'ai attendu peut-être ouais, 2-3 heures aux urgences. Pas normal pour le coup, j'étais pas une urgence. Je dis, il y a vraiment des femmes qui accouchaient. Du coup, elles ont été prises en charge avant moi. Et puis finalement non, pas du tout. Elle m'a fait une échographie donc classique sur le ventre. Ça marchait pas parce que j'étais pas assez enceinte. Puis elle m'a fait une échographie pelvienne et là direct on a vu le cœur, on a entendu, on a vu le cœur et bon voilà. Non, il était très bien. Et du coup, ça a dû te rassurer d'entendre qu'il était bien là au final. Ah, puis ça m'a fait bizarre parce que autant quand tu as une échographie, tu sais que tu vas entendre quelque chose ou pas, mais tu sais que c'est aujourd'hui. Là, j'allais vraiment, plus je savais pas ce que j'allais avoir. Moi, j'allais aux urgences, ouais, bah, elle regardait, elle allait dire c'est fini, et voilà, j'étais déjà triste. Et non, en fait, elle met la sonde et j'entends le cœur et je fais ah, ah oui, d'accord. Il est bien là du coup. C'est ça. Ah ouais, mais je comprends totalement ton point de vue parce que du coup, elle a pu te transmettre finalement les émotions qu'elle percevait à ce moment-là. Et toi, tu l'as écouté vu que tu t'es dit, bah, au final, je pense que ça va s'arrêter là étant donné qu'il y a du sang, alors qu'au final, pas du tout. Tu sais que ça peut arriver, donc dans la tête, je me suis dit, bah mince, je fais partie, je crois que c'est une femme sur trois ou une femme sur deux, je sais plus, mais je me dis, bon, bah c'est normal, enfin, ça arrive, mais je voulais pas, enfin, vraiment, je voulais pas perdre mon bébé, donc c'était compliqué, quoi. Bah, bien sûr. Et puis c'est vrai que personne ne souhaite ce genre de choses. Puis c'est tellement dur à vivre, donc je comprends parfaitement ce que tu évoques dans tout ça. Alors du coup, tu nous as partagé que ta grossesse s'est très bien passée, hormis quelques nausées. Du coup, là s'ensuit le moment de l'accouchement. Alors du coup, comment ça s'est passé? Alors pour le coup, je dois quand même dire que j'écoutais, ouais, comme je l'ai dit rapidement, j'écoutais des podcasts, je suivais des gens sur Instagram, des gens qui parlaient beaucoup d'accouchement physio, de repousser la péridurale, voire ne pas l'avoir du tout. Donc pour moi, j'étais hyper méga informée, je savais tout, j'étais trop forte. Ouais. Et puis voilà, sauf que moi, pour moi, une grossesse, ça durait 9 mois. On a monté un c'était le 12 avril, donc j'allais accoucher autour du 12 avril, et point barre. Et puis j'arrivais arriver à la maternité, j'avais mes contractions, avec un peu de chance, j'aurais pas de péri parce que j'aurais pas le temps d'avoir la péri. Voilà, j'étais hyper, j'avais mes mantras et tout, mais voilà, je commençais juste à me préparer. Et puis début mars, donc avec plus d'un mois d'avance, euh, c'était les 30 ans des Disneyland de Paris. Donc, en grand fan Disney, on y va avec mon mari, à des amis à nous, parce que c'était l'événement, donc tout le monde était là-bas, vu que
j'ai un cercle d'amis qui, du coup, aiment beaucoup Disney aussi, forcément. Donc on y va, on va là-bas, on passe la journée, donc le samedi là-bas au parc tranquille, tout va bien. Je suis à plus d'un mois de mon terme, voilà, je suis encore hyper en forme, je marche, tout va bien. Et puis le lendemain, quand même un peu fatiguée parce que marcher des kilomètres, piétiner toute la journée, ça fatigue quand t'as 8 mois de grossesse, enfin 7 mois et demi de grossesse. Donc on se repose le dimanche pour une journée très chill à la maison. On se lève tard, on passe la journée devant la télé, on, on grignote. À 17h, on se fait des petites pizzas Brittany. Voilà, en grignotant, voilà, vraiment la journée tranquillou du dimanche avec une femme enceinte de presque 8 mois, quoi. Ouais. Et puis, donc le soir, on va se coucher. Et puis, je me rappelle, je parle à une copine à moi qui était enceinte aussi, et qui me dit, ouais, ça se rapproche pour toi, t'es bientôt prête à devenir maman et tout. Et je dis, mais pas du tout, pas du tout, je suis pas du tout là-dedans encore, c'est trop loin, je viens juste de finir ma valise, enfin non, je viens de finir la valise du côté bébé. Donc, j'avais pas du tout préparé d'affaires pour moi, parce que j'avais le temps, hein, plus d'un mois encore, tranquille. Et puis, donc, voilà, on s'endort, on se couche tranquille, normal. Et puis je me réveille vers minuit, mal au ventre. Alors vraiment mal au ventre, et pas mal au ventre de contraction, mal au ventre de je suis malade, j'ai mangé un truc qui passe pas quoi. Donc je vais aux toilettes, je vomis, bon, voilà. Je retourne me coucher, mais ça passe pas. Une demi-heure, 1 heure après, pareil, je recommence, je revomis. Donc je me dis bon allez, je vais sur le canapé parce que je vais pas passer ma nuit à me lever par les toilettes, autant que j'aille sur le canapé, les toilettes sont juste à côté, et puis je suis mieux parce que j'avais vraiment mal au ventre de malade, quoi, d'intoxication alimentaire, quoi. Et puis en fait, je passe la nuit comme ça, à toutes les heures, je me réveille, je me vide, je bois un verre d'eau directement dans la foulée et je le rends. Enfin, je peux rien manger, rien boire, très fatiguée, très fatigant, j'arrive pas à dormir. Enfin voilà, pas bien, pas bien. Donc, je passe la nuit comme ça. À 6 heures du matin, je revomis. Là, je me dis j'en peux plus. Et puis j'ai peur parce que je suis quand même enceinte. Je sens que le bébé il bouge à chaque fois que je suis malade. Donc je vais voir mon mari dans le lit. Et j'ai dit, écoute, là, je suis pas bien, j'ai vomi toute la nuit, je voudrais aller aux urgences pour voir si tout va bien pour le bébé, quoi. Donc, bah ouais, ok, donc il se lève, je vais prendre une douche parce que j'étais pas très bien. Donc, je vais prendre une douche, j'enfile un legging, on prend la pochette de suivi médical de grossesse et on part aux urgences maternites. Donc, j'ai de la chance, mon hôpital qui était à côté de chez moi avait les urgences, c'était la maternité, c'était un niveau 3. Donc vraiment, pour le coup, je me rendais pas compte, mais j'avais de la chance. Donc j'y vais. Donc rebelote, hein, toujours fin de Covid. Donc il peut pas venir avec moi parce qu'on est encore en période fin de Covid, machin. Je passe ma matinée aux urgences. Et donc ils me font des monitoring et en fait ils se rendent compte que le cœur de Nathan du coup bat trop vite, vraiment trop vite. Mais ils me le disent pas en fait. Moi j'ai le monitoring et ouais ils viennent de temps en temps, ça sonne, ils me disent vous inquiétez pas, ça sonne, c'est normal, je m'inquiète pas, hein, j'attends. Et puis, en fait, je comprendrai plus tard qu'en fait, le cœur, il battait trop vite et que du coup, je suis restée en observation de matinée parce que le cœur de Nathan s'arrêtait pas de battre, enfin, trop vite. Et moi, je vomissais tout le temps. Donc, à chaque fois que je vomissais, ça s'emballait. Et du coup, il s'inquiétait. Puis, je revomissais, donc ça recommençait. Donc, bon, voilà. Et donc, en fin de matinée, ils me disent, bah, madame, on va vous garder parce que ça va pas. Et potentiellement, vous accoucherez peut-être aujourd'hui. Ah, mais non, c'est beaucoup trop tôt, madame. Et voilà, donc de fil en aiguille, en fait, s'ensuit que bah, j'ai accouché le soir, alors que j'étais pas prête, après avoir pleuré plus d'une fois parce que je voulais pas de césarienne, parce que forcément, elle me dit que la césarienne est une option. Et pour moi, non, la césarienne, c'est pas une option. Enfin, je voulais pas de césarienne, moi, je voulais accoucher les voies basses. Et puis j'avais lu que tu pensais, enfin, tu sais, toute la pensée positive, là, si tu penses à ça, ça va t'arriver. Donc moi, j'y pensais pas. En fait, j'y pensais tellement pas que je savais pas ce que c'était qu'une césarienne. Je savais pas que ça pouvait arriver comme ça. Je savais pas que ça pouvait arriver aussitôt. Enfin, voilà, gros choc, grosse perturbation jusqu'à ce qu'on m'annonce vers 19h que, allez, c'est fini, madame, c'est plié, on vous déclenche. Ils m'ont déclenché pour me faire plaisir parce qu'ils voyaient bien que la césarienne c'était pas prêt pour moi, mais en fait ils m'ont déclenché pour me faire comprendre qu'il fallait me se bouger. Et quelques heures plus tard, mon fils est né par césarienne.
Sauf que la péridurale n'a pas marché d'un côté. Et donc, du coup, ils ont dû m'endormir en anesthésie générale. Voilà. Waouh! Ah oui, du coup, sacré programme d'accouchement sur lequel en fait tu t'y attendais absolument pas. Ah non, puis moi je savais pas qu'on Ah, pouvait accoucher par anesthésie générale. Enfin, pour moi, anesthésie générale, c'est l'opposé d'un accouchement. L'accouchement, t'es là, tu perds les os, tu pousses, tu pousses pendant des minutes et des minutes. Et ben non, en fait, moi, c'était tout le contraire, quoi. Moi, en 3 heures, allez, 5 heures, c'était plié. Le début du travail à la naissance de mon fils, enfin voilà, voilà, et j'étais pas là. J'étais pas là du tout. Mon mari non plus, parce que toujours contexte Covid, pas lui, et non plus de césarienne qui est partie en code orange parce que j'ai entendu ce code orange, donc il pouvait pas être là. Donc grosse cata. Je me suis réveillée du coup, donc on m'a endormie en salle d'opération du coup, et je me suis réveillée. Je me rappelle, je pleurais et je disais je vais mourir, je vais mourir. Il disait mais non vous avez, puis en plus aucune pour le coup, enfin aucune bienveillance. Mais non vous n'allez pas mourir, vous avez un bébé là. Ok, bon voilà. Et assez traumatisant. ah ouais, c'est clair. Donc Nathan, il est arrivé avec un mois d'avance, Ouais, un euh, peu plus d'un mois, ouais. un peu plus d'un mois. Du coup, est-ce qu'il faisait partie en fait de la catégorie enfin, des prématurés ou pas? Enfin, excuse-moi du terme catégorie, c'est peut-être un petit peu trop. Non, non, ça me dérange pas. Il est né exactement à 35 semaines plus 6. Et D'accord. donc, en fait, cet hôpital-là, région parisienne, niveau 3 tout ça, a été très normé. Et donc, dans les faits, tu n'es plus prématuré à 37 semaines, 36 semaines si tu as un bon poids, et lui, il est né à 35 plus 6 jours. Donc, en fait, à 24 heures près, il n'était pas dans la bonne catégorie. Pour le coup, si on reste... alors, c'est vraiment là-dessus, en fait. Donc, pour le coup, il était considéré comme prématuré. Et en fait, surtout... moi, j'ai eu beaucoup d'anesthésie. Enfin, j'ai juste dit que ça n'avait pas marché, mais en fait, j'ai eu une péridurale qui, du coup, s'est transformée ensuite en anesthésie pour passer en césarienne. Et vu qu'elle ne marchait que d'un côté, en fait, ils m'ont remis une deuxième dose de anesthésie. Ça avait quand même 3 doses d'anesthésiant déjà. Et en fait, au moment où ils m'ont mis la deuxième dose de rachis, je pense que le cœur de Nathan s'est emballé puissance 10. Et c'est à ce moment que j'ai entendu code orange. Et en fait, on m'a mis le masque. Donc au final, j'ai eu 4 doses d'anesthésie à diverses d'intensités. Mais en fait, ça faisait trop pour lui. Et en fait, quand il est né, il a fait un arrêt cardio-respiratoire de quelques secondes, minutes, je sais pas exactement, je sais pas trop voulu savoir exactement. Mais voilà, le fait est qu'il y a quelques instants où il était en arrêt cardiaque et respiratoire. Donc il devait être surveillé parce que voilà, il a été réanimé rapidement, mais il devait quand même être surveillé, donc il est passé en néonatologie. Et quand tu as entendu le code orange, tu savais ce que ça signifiait? Ou Oui, ouais, oui, oui, pour le coup, j'étais quand même, j'avais déjà écouté des podcasts qui parlaient de ça, et je savais pas exactement ce que ça signifiait, mais je savais que t'avais code vert, code orange et code rouge, et que quand même code orange c'était pas très bon, quoi. ouais, ça faisait quand même. De toute façon, rouge et orange, c'est vraiment pas bon. Et quand c'est code vert, ça va? C'est rassurant ou pas? Quand c'est code vert, c'est juste tu pars en césarienne d'urgence parce que c'est pas une césarienne programmée. Mais oui, en gros, t'as le temps de prendre ton temps. Et je crois que orange, c'est 30 minutes pour le sortir et rouge, c'est 15 minutes pour le sortir, quelque chose comme ça. Donc Ah, ouais, ça d'accord. commence à s'intensifier, quoi. Parce que je voulais savoir aussi, est-ce que tu avais réalisé un projet de naissance pour ton accouchement? Ah oui, après une naissance, je voulais pas de péridurale, enfin le plus tard possible, pas de césarienne si possible, que mon mari soit là à chaque étape. Je voulais aussi faire don du cordon ombilical. En fait, c'est simple. Tout ce que j'avais mis dans mon projet de naissance, ça a été rayé. Enfin, je l'ai rayé mentalement en fait au fur et à mesure. J'avais aussi dit que je voulais allaiter, je voulais allaiter d'accueil. Voilà. Et en fait, tout s'est rayé d'un trait rouge dans ma tête au fur et à mesure que le temps passait. Rien n'a été du tout respecté parce que rien n'était possible. Mais c'est pareil, mais j'avais envisagé le projet de naissance comme pas vraiment un projet, mais plus dans la vision, il fallait que ça se passe comme ça. Et parce que je suivais pas les bonnes personnes sur Instagram. Enfin, j'en ai beaucoup voulu à la personne qui tenait le compte que je suivais, qui a beaucoup d'abonnés et qui est vraiment dans le mode
penser, enfin voilà, comme tu disais, penser que ça va bien se passer et tout, parce qu'en fait, des fois, ça se passe mal et en fait, c'est pas ma faute si ça s'est mal passé, quoi. Et en fait, je l'ai vraiment vécu comme ça, bah, si ça s'est mal passé, c'est parce que t'étais mal préparé. Enfin voilà, c'était vraiment pas la bonne façon de penser, quoi. Ouais, c'était vraiment peut-être des mots que t'avais pas forcément envie d'entendre et qui t'a, Ouais, je pense, amené à une culpabilité en tant que maman où tu te dis en fait tout est de ma faute si en fait on en est arrivé là, alors que pas du c'est tout. ça. C'était quelque chose que t'as pas pu prévoir. En fait, tu profitais vraiment déjà d'être à Disney, c'est chouette. Tu partageais un moment merveilleux avec ton conjoint et tes amis, et en fait, tu pouvais pas savoir qu'à ce moment-là, tu vois, t'allais être malade et toutes ces choses s'en sont suivies. Et et en fait, je comprends parce que parfois on voit tu vois, des choses sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important de faire attention aux mots qui sont utilisés et surtout de ce qu'on veut divulguer par rapport à tout ça parce que parfois, bah, ça fait l'effet inverse et ça peut détruire vraiment un parent, tu vois, vis-à-vis de ça Oui, c'est ça. et voilà. Bon, en tout Et cas, on puis de citera pas pas les vouloir noms, mais s'informer, en fait, c'est pas une bonne, enfin, pas une bonne idée de se dire que mm, je m'informe pas là-dessus parce que ça, j'aurais pas ça. Bah oui, mais en fait, des fois, t'as pas le choix. Et en fait, une césarienne, ouais, c'est rarement, c'est rarement toi qui la veux quand même. Donc, c'est parce que souvent, il y a des choses qui se passent mal. Donc, quand même, jeter un petit œil sur comment ça se passe une césarienne. ouais, non mais carrément. Moi, je sais que j'ai déjà voulu regarder une vidéo et j'ai pas pu, enfin, terminer parce que pour moi, c'était les images. C'est aussi mon côté hypersensible. Toutes ces choses comme ça, j'avoue que je Oui, pourrais pas. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que pendant les césariennes, ils cachent avec un drap pour pas qu'on puisse voir, parce que je oui, pense que ça doit oui. être assez choquant à aussi regarder. Mais je trouve qu'il y a des choses que tu partages qui sont tellement importantes et aussi à dire que c'est vraiment précieux de, tu vois, de se renseigner sur tous ces aspects-là, même si on désire tellement de choses, mais vraiment s'ouvrir aussi à l'opportunité qu'il peut y avoir aussi d'autres possibilités de comment se déroule l'accouchement. Tu vois, le projet de naissance que t'as entretenu, qui te tenait à cœur, t'as pas du tout eu ce que tu souhaitais. Et tu parlais aussi de la tétée d'accueil, t'as pu quand même le faire ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, il faut savoir que j'ai accouché à 1 heure du matin. J'ai été ramenée dans ma chambre en me disant la magnifique phrase «Pouponnez bien, madame». Puis tournée, il n'y avait ni mon mari ni mon fils dans ma chambre. Et en fait, donc, j'étais ramenée vers allez, 3-4 heures du matin. C'est mon mari qui m'expliquait ce qui s'était passé. Pas un médecin, pas une sage-femme, mon mari qui m'expliquait ce qui s'était passé. Et du coup, j'ai vu mon fils, il devait être 10 heures. Donc autant te dire que entre 1 heure et 10 heures, il avait des biberons, forcément. Et donc après on a essayé de faire un allaitement, mais c'était en salle de néonat. J'avais une césarienne, j'étais en position assise. On m'a collé un bébé en me disant allez-y, donnez-lui le sein. Bah je savais pas faire, j'étais parce que enfin je savais pas ce que c'était que donner le sein à un bébé. Surtout quand t'es pas dans un enfin t'es pas dans un nid, t'es pas dans un cocon, t'es en salle où ça bip de tous les côtés, t'as ton bébé qui est tout petit, tout rikiki dans tes bras, tu vois. Enfin, voilà, j'ai essayé de tirer mon lait, je me suis acharnée pendant 2 mois à essayer de tirer le lait, le mettre au sein, sauf qu'on n'y arrivait pas ni l'un ni l'autre et on a baissé les bras quoi. Ouais. Est-ce que toi, à ce moment-là, t'aurais voulu être accompagnée dans tout ça, dans tout ce que tu vivais là? J'aurais aimé, ouais. On m'avait Ouais. parlé d'accompagnante enfin, accompagnante en lactation, tout ça. Sauf que en fait, j'étais tellement noyée dans tout ce qui se passait et même quand je rentrais à la maison, c'était tellement un tsunami que j'avais pas envie, enfin, en fait, j'avais pas envie d'appeler quelqu'un d'autre et tout. Alors, moi, en fait, pour moi, ça me paraissait trop de faire ça en plus. Et puis, je voulais pas, il était déjà au biberon, en fait. Du coup, je voulais pas lui changer encore quelque chose, le forcer à prendre le sein. Enfin, voilà, ça me paraissait surhumain de faire ça. Alors que c'est ce qui aurait été le mieux, mais voilà, c'était pas possible. Ouais. Après, c'est vrai que t'as fait de ton mieux et je pense que c'est déjà le plus important, mais je peux comprendre qu'à ce moment-là, tu vois, en fait, déjà, tu tombes des nues. En plus de ça, c'est ton conjoint qui te partage tout ça. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui aurait souhaité que ce soit les professionnels de santé qui viennent vers toi, qui te disent un petit peu comment ça s'est déroulé, quoi? Alors, déjà, oui. Et ensuite, enfin, en fait, moi, tout le monde m'a dit en salle de réveil, ça va. Parce que j'ai demandé plusieurs fois, il est où mon fils, comment il va? On m'a dit, ça va, il est avec son papa. Ça va, tout va bien, il est avec son papa. Et je te dis, jusqu'au brancardier, le pauvre, il avait rien dû comprendre, mais il m'a posé dans ma chambre en me disant, pouponne bien. Mais
gars communiquer. Le bébé, il est en néonat. Je le verrai pas avant 5 heures. Et j'ai pas trouvé ça normal qu'on ne soit, enfin, je pense que les équipes étaient pas au courant et que c'est la réponse lambda, mais dis pas un mensonge, en fait. Et ça, en fait, ça a été un peu tout mon problème de tout mon accouchement. Ça, en fait, ne mens pas. Si tu sais pas, tu dis tu sais pas. Si tu sais, tu m'informes avec des mots doux et tu prends le temps, mais juste dis-moi pas des bêtises pour me préserver parce que c'est pire en fait. C'est ce que du coup tu crois à ces conneries et quand tu comprends que c'était des mensonges, c'est très dur à avaler quand on me dit oh, bébé il est avec son papa en peau à peau. Moi je le vois dans ma chambre tranquille sur un lit posé sur son père. Il était dans une couveuse avec des câbles de partout. Enfin c'est pas possible. Parce que en fait, au moment où où t'as accouché de bébé, ils ont pris Nathan avec eux, mais ils t'ont pas du tout informé de ce qui allait se passer par la suite, qu'il allait aller en néonat. Bah moi je dormais. J'étais en essai Ah général. ouais, Donc en fait ouais. moi je me suis endormie enceinte. Je me suis réveillée toute seule. Donc T'étais toute seule en plus. Oh, Enfin, mais ça doit être violent. j'étais avec l'équipe médicale, mais voilà. Ouais. Enfin, voilà. Et après, il y a eu l'urgence de l'arrêt cardiaque aussi qui a fait que ils ont dû aller vite, mais enfin, c'était pas adapté. Enfin, ça n'a pas aidé le comportement adéquat. Bah ouais, ça a dû être violent en fait, tout ça là, tout ce qui t'arrive. Enfin, ouais, ça a dû être super dur. Et du coup, t'as pu voir Nathan au bout de 5 heures, c'est ça? Bah, du coup, je suis remontée dans ma chambre vers ouais, 3-4 heures et j'ai dû descendre le voir à 10 heures parce que Ah ouais. j'en pouvais plus. Enfin, c'est parce que c'est la néonate, du coup, il faut que tu y ailles. Donc, de fait, j'ai dû attendre que la sage-femme vienne me voir parce que j'avais une césarienne. Donc, le premier lever doit se faire avec une présence médicale. Donc, je l'ai appelée dès la fin des petits déj en mode, tu viens? Et elle est arrivée, elle m'a mis dans le fauteuil et je suis partie. Enfin, j'ai même pas cherché à comprendre pourquoi, comment. Ils m'ont mis dans c'était les fauteuils qui sont dans les chambres d'hôpitaux, des fois, vraiment les gros fauteuils mais avec des roulettes. Et mon mari m'a emmené et on est allé voir mon fils parce que il fallait que je le voie. J'avais plus rien dans mon ventre, c'était trop bizarre, quoi. Ah, en fait, t'étais vide, mais à la fois, il te manquait quelque chose. Du coup, je pense, de Ah, c'est voir ça. ton fils. Et quand tu l'as vu justement en néonat, ça t'a fait quoi? Mon mari avait pris une photo quand même, parce que lui, du coup, c'était très compliqué pour lui, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est son histoire, mais lui aussi, il a été complètement laissé de côté. Il a entendu le bébé qui vient naître, il a un arrêt, faut qu'on le réanime et tout. Enfin, voilà, une horreur pour lui parce qu'en plus, il était assis à pas comprendre ce qui se passait dans un couloir et entendre que sa femme était partie, enfin, était dans les vapes, son fils était mort l'espace de quelques instants. Ah, c'était horrible pour lui aussi, mais bon, bref, il a réussi à le voir quand même un petit peu quand il est arrivé en néonat de son côté. Il a fait une photo. En fait, à ce moment-là, ils lui ont dit, votre femme est réveillée, vous allez la voir. Donc, en fait, lui, il l'a vu peut-être, allez, un quart d'heure dans sa couveuse, mais il a quand même pris le temps eu le temps de prendre une photo, pardon. Donc, moi, j'ai vu la photo. Donc j'ai vu mon petit bébé tout petit avec ses câbles de tous les côtés et tout ça. Donc j'avais déjà eu le choc. Et puis bon, je l'avais vu, il était en vie. Grosse étape pour moi parce que j'ai été beaucoup marquée par le deuil pendant cette grossesse. Donc savoir qu'il était vivant lui au moins, c'est déjà ça. Et en fait, quand je suis arrivée en néonat, il avait déjà moins de câbles parce que en fait, c'était un petit champion, puis qui était pas tant prématuré que ça. Il a été un peu choqué à la naissance, donc il a un peu mis du temps à s'en remettre, mais en fait, il allait très bien. Il était pas du tout préma, il était en pleine forme, c'était un beau bébé. Enfin, voilà, 2 kg 8 pour un préma, c'est la taille d'un bébé normal, quoi. Donc, donc il avait déjà beaucoup moins de câbles, donc en fait, ça allait déjà mieux, puis il était là pour de vrai. Donc en fait, j'ai pas eu tout le choc, j'ai eu le soulagement de me dire, il est là, il a envie, il va bien, et puis ils m'ont mis contre moi, donc ça allait beaucoup mieux là. Bah ouais. Du coup, ça a dû t'apporter un peu de bonheur à ce moment-là, quoi. De savoir Ah ouais, qu'il voilà, allait bien. j'ai respiré pour la première fois Ah ouais. depuis 10 heures, quoi, parce que ouais. Ouais. Et il est revenu au bout de combien de temps à tes côtés, justement? Euh, Il est né le mardi, enfin le mardi, ouais, à 1 heure du matin, et il est revenu en chambre avec nous le jeudi. le jeudi, d'accord. Donc à peu près environ 2 jours, c'est Ouais, ça? Ok. c'est ça. Et toi, t'es resté combien de temps à la maternité? On est sorti le vendredi. Vraiment, D'accord, en fait, ok. on attendait juste que lui, ça aille pour sortir. Et toi, au niveau de ta cicatrice de césarienne, est-ce que ça, enfin, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça allait? Ça faisait mal.
Ouais, ça fait mal. Je crois que j'ai jamais connu la douleur avant d'avoir une césarienne. Enfin, ça fait tellement mal, surtout quand ça se passe comme ça, que l'expérience me dira que je pense que le mental joue beaucoup. Mais ça, j'avais tellement mal, je prenais des médicaments, enfin, des doses pas possibles, j'en demandais régulièrement, j'avais tellement mal. Tu t'assois, t'as mal, tu te couches, t'as mal, tu te lèves, t'as mal. En fait, tu peux être n'importe comment, t'as mal. T'as un petit bébé sur toi parce que tu veux prendre ton bébé dans les bras. D'autant plus qu'il est en néonat, donc tu vas en néonat. En fait, tu passes ta journée assis sur ton fauteuil en néonat parce que t'es avec ton bébé et pas dans ton lit parce que tu vas pas, on peut dire reposez-vous, mais je vais pas me reposer, il est là, moi je reste avec lui. Et Bien encore que sûr. je passais la nuit dans ma chambre quand même, j'étais pas, voilà, je dormais dans ma chambre, mais du matin au soir, j'étais en néonat avec lui. Ça fait tellement mal. Et puis la vision de la cicatrice, euh, bah, j'avais jamais réussi à la toucher en fait. Hein. J'arrivais pas. Les premiers temps, c'est mon mari qui me la rinçait parce que je ne voulais pas la toucher. Donc c'est lui qui la lavait, qui la rinçait parce que c'était impensable pour moi de l'effleurer. C'est vraiment le truc qui un gros bobo. Puis j'aime pas tout ce qui est médical et tout. Moi ça me dégoûte déjà de base. Encore plus quand ça se passe comme ça. C'est horrible. J'ai jamais réussi à faire les soins. Je savais qu'il fallait faire les massages, palper, machin. Jamais. Je vais faire ça parce qu'il fallait la toucher et c'était pas possible. Pourquoi tu avais pas envie de la toucher du coup? C'était... Déjà parce que vraiment le médical, ça me dégoûte. Enfin, tout ce qui est sang, chair, ça me dégoûte. Je déteste Ah ça. ouais. Et encore plus parce que c'était l'échec. C'était l'échec d'avoir ce gros truc sur ton ventre. Enfin, ouais, c'est horrible. Enfin, pour moi, c'est horrible de voir ça. Tu te mets tu te changes, tu la vois. Tu te mets en maillot de bain, tu vois que ça. Enfin, puis bon, en plus, avec tes petits kilos de grossesse, ça te souligne bien le petit ventre qui retombe bien par-dessus. C'est horrible. Je Mm. déteste ces cicatrices, vraiment. Puis tout le monde me dit, ah, elle est trop belle, votre cicatrice. Elle cicatrise trop bien. Et moi, je te dis, mais elle est affreuse. Mm. C'est vraiment enfin, comme j'ai pu l'entendre déjà, mais c'est ce qui matérialise le fait que ça s'est mal passé en plus. Donc, c'est hyper dur d'avoir ça sur ton corps. Ouais. Bah ouais. Franchement, je peux qu'imaginer en fait ce que ça a dû te provoquer, tu vois, en toi-même en fait. Tu vois, cette déception de toi-même, je pense, et Oui, aussi de voir en fait cette trace un petit peu comme si c'était marqué au fer rouge, quoi. c'est ça. Je pense que c'est un petit peu ça. Et merci en tout cas de partager ça, de nous dire en fait concrètement ce que tu as pu ressentir, parce que je pense qu'il y a énormément de femmes, tu vois, qui vont l'écouter, qui vont se sentir rassurées, parce que parfois, bah, c'est dur à accepter. Et en fait, le fait que tu aies aussi un conjoint qui soit hyper soutenant, qui soit là pour toi et qui t'aide, je pense que ça a dû tellement te soulager, j'imagine, Ah bah oui, au quotidien. oui, c'est sûr. On n'est pas tout seul dans la galère, quoi, mais ouais, Ouais. c'était compliqué. Et alors, du coup, comment ça s'est passé ton postpartum avec tout ça, tout ce que tu as vécu, ton accouchement, la cicatrice de césarienne, comment ça s'est découlé du coup tout ça? Eh ben, en soi, bien et mal. Bien dans le sens où enfin, je sentais que j'étais pas en dépression postpartum parce que j'avais été quand même pas mal renseignée là-dessus. Enfin, j'en ai entendu parler, quoi. Je savais ce que c'était. Donc bien dans le sens pratique du terme. J'avais pas de grosses difficultés. Bon, j'ai pas réussi à allaiter et je pense que ça m'a quand même bien miné parce que je voulais vraiment. C'était un peu la dernière partie de mon projet de naissance qui pouvait être faite et qui du coup a été aussi rayée de la liste parce que ça n'a pas marché. Et puis je voulais l'aider, en fait, je voulais l'aider, du coup je voulais lui donner ce qu'il y avait de meilleur, parce que je sais que les matériels c'est ce qu'il y a de meilleur, et donc ça m'a un peu mis un coup de pas réussir, mais bon, à un moment j'ai baissé les bras, et c'est pas grave. Après, ce que j'ai trouvé dur, c'est que tu vis vraiment un tsunami, enfin vraiment c'est hyper compliqué, ta vie elle change, et ça En fait je pense qu'il faut le vivre pour vraiment le comprendre, ouais, t'es plus femme, t'es maman, t'as quelqu'un dont tu dépends tout le temps, enfin, qui dépend de toi, que tu dois t'occuper tout le temps, puis t'apprends la peur avec un enfant, t'apprends la charge mentale avec un enfant, vraiment, t'as tout qui change. Et on a eu beaucoup de visites de proches qui voulaient venir voir le bébé parce que, contexte de deuil pour toute la famille, déjà d'une part, et puis c'était le premier petit enfant de tous les côtés. Donc, voilà, beaucoup de familles qui venaient voir, et moi, ça m'éprouvait. Et en plus, je voulais pas qu'on touche mon bébé parce que je pense aussi le contexte de la naissance.
Et ça, je l'ai compris que plus tard, qu'en fait, je m'étais transformée en vrai loup, mais je voulais pas qu'on touche mon bébé. On me l'enlevait des bras, je le vivais, mais mal, mal. J'avais beau être fatiguée, en fait. Et les gens m'écoutaient pas, au final, parce que on me disait, je vais t'aider, je vais prendre Nathan. Non, tu m'aides, tu vas faire mon ménage. Si tu veux, tu vas plier mon linge si tu veux, mais tu me laisses mon bébé. En fait, moi, ce qui m'aide, c'est de rester sur mon canapé avec lui qui est contre moi et qui bouge pas. C'est tout. Genre, et en fait, des fois, on me disait, ah, mais je vais t'aider, comme ça, tu peux aller prendre une douche. Je m'en fous d'aller prendre ma douche en vrai, je veux juste mon bébé contre moi. Et ouais, c'est ce truc-là de me dire, en fait, on m'écoutait pas, il y avait du monde tout le temps, et c'était fatigant. Et voilà, c'est assez éprouvant là-dessus, quoi. Ouais, et t'avais cette facilité quand même à dire quand les personnes, tu vois, voulaient prendre ton fils, toi, tu t'arrivais à leur dire non, j'ai pas envie, ou est-ce qu'ils te le prenaient des bras? Ça dépend qui, ça dépend Ouais. des personnes. Il y en a qui voyaient que non, enfin c'était pas envisageable et qui du coup le faisaient pas. Ou alors toi, je pouvais leur donner 5 minutes et puis ils voyaient bien que ça allait pas. Mais t'en as, oui, qui te le prennent des bras. Et t'en as, ils débarquent dans ta maison, ils te prennent ton bébé des bras. Et moi, je suis pas d'un naturel à aller au clash. Et je suis pas d'un naturel ni, enfin, je suis quelqu'un de qui aime pas le conflit. Donc tu vois, je prenais sur moi, mais vraiment, je m'en souviens encore de ces moments où j'ai mon bébé dans les bras, j'ouvre la porte pour dire bonjour et on me prend des bras. Mais non, mais dans quel monde tu fais ça en fait? C'est clair. Et tu sais, ça me rappelle quand on avait abordé ce sujet-là lors de notre formation avec Omama Care. Et c'est tellement important. Je tiens vraiment à divulguer cette information, mais quand vous venez d'accoucher et que bébé est là, vous avez vraiment le choix de dire non aux gens qui vous entourent, parce que en soi, bébé à ce moment-là, quand il vient de naître, il a pas besoin de toutes ces personnes autour. Il a juste besoin de son papa et de sa maman. Et c'est surtout que parfois, on se rend pas compte, mais quand vous êtes malade, ne serait-ce que juste un petit rhume, ça peut être vraiment très impactant pour le bébé. Ouais. Et je pense que c'est important déjà, avant même de prendre le bébé, c'est juste déjà de poser cette question, est-ce que je peux me permettre de prendre ton bébé? Mais plutôt, en fait, je trouve qu'on centre beaucoup l'attention sur le bébé dès qu'il est né, mais alors que la maman en a tout autant besoin, que ça soit sur l'aspect émotionnel, mais aussi sur l'aspect logistique. Tu vois, là, tu le disais très bien tout à l'heure, toi, tu aurais juste eu besoin qu'on t'aide pour le ménage, tu vois, et pas spécialement dans le fait de prendre ton bébé. Toi, tu avais juste envie de prendre ce temps avec ton petit bébé, juste cocooner, tu vois, et on t'enlève en fait ce moment précieux. Et c'est pareil, les visites en fait sont, enfin, beaucoup de visites, je trouve que des fois ça dépend des femmes, de comment on le vit, ou même en tant que couple, mais des fois ça peut être aussi intense, tu vois. Des Oui, fois on c'est a juste ça. besoin d'être dans son cocon, quoi, d'être tranquille, quoi. Déjà que bah l'accouchement c'est pas rien, ça reste quand même un moment de vie assez fort. Enfin, t'as tout ça, quoi. Mm. Et ça, et puis t'as du monde chez toi. Donc en fait, t'as beau entendre, non mais c'est pas grave, c'est du bazar, c'est du désordre. Ouais, mais t'as quelqu'un chez toi. Donc tu te lèves, tu vas lui proposer à boire. Enfin, en fait, t'as toujours ce minimum de, entre guillemets, savoir-vivre, bien que chacun soit unique. Mais moi, je sais que je vis le truc, j'ai du monde chez moi. Bah oui, bah du coup, ils sont chez moi. Puis ne serait-ce que, bah après, il faut nettoyer la table. C'est des petites choses. En fait, en Ouais. postpartum, c'est énorme. Enfin, ouais, c'est des petites choses énormes. Et puis en fait, ce truc que j'ai lu aussi, que j'ai eu sur l'information et que j'ai trouvé mais tellement logique, quand tu vas chez quelqu'un, déjà, tu demandes vraiment, tu poses vraiment la Ouais. question, pas la question de politesse, et tu viens avec à manger. En fait, tu viens avec ton plat. Et du plat où il y aura des restes pour la maman quand tu vas partir. Rien que ça, en fait, ça peut sauver la visite parce que tu as rien à manger. Un bon plat de lasagne, tu vois, tranquille, qui va rester et que tu vas te manger pendant 3 jours après. C'est ça qu'il faut, en fait. Oubliez les doudous, amenez à manger. C'est clair, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est surtout que à ce moment-là, t'as même pas envie de cuisiner, tu veux juste profiter de bébé, de ton couple. Et comme tu dis, à juste apporter un repas, ça fait trop plaisir. Un repas bien chaud, tu sais. Genre un C'est petit ça. gratin de pâtes ou comme tu dis, les lasagnes. Franchement, mais juste ça, franchement, ça, c'est vraiment du bonheur. Et surtout prendre soin des parents, parce que tu vas juste poser des questions, comment tu vas, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tu vois, c'est des petites choses qu'on n'y pense pas, mais c'est tellement important pour les parents. Et il n'y a pas que le bébé qui compte. Oui, il compte quand même, parce que effectivement on est trop content de voir les petits bébés, mais avant tout ça reste vraiment je sais pas si je peux parler de consentement, mais c'est pas, je pense que c'est pas le bon terme, c'est plutôt de penser que c'est pas votre bébé. En gros, Oui. c'est pas le bébé de vos proches, c'est votre bébé, et avant tout, c'est vous qui décidez ou pas si vous avez envie de tendre ce bébé dans leurs bras, tu vois. Mais encore une fois, c'est tellement compliqué, et il y a tellement de couples qui vivent ça, je trouve que
des fois, ça peut être vraiment dur à vivre, quoi. Mm. C'est ça. Donc, du coup, ça, c'est les premiers instants. Et après, au fur et à mesure des mois, comment ça se passe pour toi? Ça se passe que un bébé, ça fait du tri. Et ça, des fois, on le voit, des fois, on le lit sur Facebook sur Insta, des petites phrases comme ça. Mais c'est la vérité, en fait. Nous, on a été un des premiers couples de notre cercle d'amis à avoir un enfant. On l'a eu relativement jeune, entre guillemets, de nos jours, parce on est devenus parents à 26 ans et 27 ans. Donc, c'est quand même assez jeune maintenant. Surtout en région parisienne, je pense. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah, on pouvait moins sortir peut-être, mais en fait, on était surtout plus invités. Vous voyez des fois nos amis qui allaient à droite à gauche, au resto, à Disney, machin. Et en fait, on n'était plus invités. Et, et quand on disait, ah bah tiens, j'ai vu que t'étais là, bah, ça aurait été cool de me dire, ouais, mais toi, t'as le petit. Ouais, mais enfin, déjà demande. Ça me fait plaisir que tu veuilles me voir. Donc demande. Et puis si je peux pas, je peux pas. Mais en fait, déjà quand t'as un peu, il faut savoir quand même que quand t'as un seul bébé et en plus qui est tout petit, au final, tu prends une carte de portage, une poussette, une couverture, t'en fais ce que t'en veux de ton bébé un tout petit. Clairement, il dort partout. Faut justement en profiter à ce moment-là parce que il mange, il dort l'enfant. Enfin, il pleure aussi, mais en grande partie, si tu te promènes avec lui quelque part quelques heures, il y a quand même de fortes chances qu'il s'endorme et qu'il vit sa best life parce que lui, il est porté ou bercé continuellement. Et donc, en fait, nous, ça nous manquait. Et on a vraiment vu ce switch se faire de se dire, bah, on n'est plus trop invités. Quand on allait au restaurant, je me souviens d'une fois, on était allé au restaurant avec des amis à nous. Et en fait, on s'est retrouvés avec mon mari en bout de table, avec la poussette, du coup, avec mon fils, bah, du coup, sur le bout de la table. Et en fait, tout le monde nous tournait le dos et parlait entre eux. Et nous, on était en face, enfin, l'un en face de l'autre avec notre fils, du coup. Et on était tous là, enfin, on était là, mais sans être là, on était un peu exclus. Et je sais qu'ils l'ont pas fait exprès, et même de ne pas nous inviter parce qu'ils pensaient que c'était la bonne chose à faire, mais c'est vrai que c'est ce petit vent de solitude qui t'arrive, alors que t'es déjà en postpartum, et tous les deux, hein, pour le coup, le papa comme la maman, parce que maman a des hormones, mais le papa, il a tout le reste aussi, hein. C'est déjà un gros bouleversement et en plus on nous enlève un peu ça, donc ça fait bizarre quoi. Et puis quand t'invites du monde à la maison, je sais qu'on a essayé de maintenir un petit peu au début, d'inviter du monde et tout. Bah, les gens n'acceptent pas forcément parce que bah oui, c'est sûr qu'il faut pas brailler dans toute la maison à 3 heures du matin quoi, parce que l'enfant il dort. Mais c'est tout, enfin, c'est tout ce qui change. Mais au final, si tu restes, tu peux faire une soirée tranquille sans aller hurler partout. Donc je sais que ouais, c'est des petites choses qui ont fait bizarre de se dire, bah ouais, notre vie, elle a vraiment changé, mais vraiment sur tous les niveaux, et y compris celui-là, auquel on s'attendait pas vraiment, quoi. Ça a chamboulé finalement vos amitiés parce que est-ce que ça a été une adaptation qui a été compliquée pour eux parce qu'ils se sont dit finalement ça change un petit peu de ce qui se passait avant par rapport quand vous voyez quoi. Je pense qu'il y a ça, et puis aussi, vu qu'on était le premier bébé du groupe, en gros, on sait pas ce que c'est un bébé, et t'as un peu la vision du film où, chut, le bébé il dort, fais pas de bruit. En fait, enfin, déjà, demande aux parents, et puis chaque bébé est différent. Et je pense que c'est cet inconnu de se dire, ouais, maintenant il y a un bébé, du coup, il reste à la maison avec leur bébé. Bah oui, la plupart du temps, sauf qu'en fait, dans une semaine, il y a 7 jours. Donc, on peut passer 6 jours à la maison avec notre bébé à pouponner et un jour à sortir un peu avec vous et le bébé, il est là et bah, c'est pas grave. C'est juste qu'on fait on va peut-être un peu plus doucement, on fait des petites pauses, mais c'est tout, quoi. Et juste, n'oubliez pas d'inviter les amis. Bah, c'est clair et puis vous avez aussi besoin en tant que parent de voir du monde quoi, de parler de ce que vous vivez mais aussi des fois de parler d'un petit peu d'autre chose C'est ça. enfin des choses de la vie, tu vois. Et est-ce ils vous ont dit vos amis concrètement ce qu'ils avaient ressenti et pourquoi en fait vous étiez même plus conviés à ces moments-là? Non, parce qu'on n'a pas non plus tellement posé la question, on a juste vu que ça changeait. Et puis, bon, bah, ça s'est fait comme ça. Et après, on a eu aussi une opportunité aux 6 mois de Nathan qui a fait qu'on est parti. On a changé de région. Et du coup, bon, bah, voilà, ça s'est suivi dans la même continuité. Et voilà, ça s'est enchaîné et ça s'est continué de cette manière. Ouais. Ouais, vous entretenez plus cette amitié-là ou est-ce que vous parfois pour vous parler de temps en temps mais ça reste assez Ça dépend avec qui. On a quand même un noyau dur avec qui on est toujours en contact. Et voilà, on arrive à se voir, à s'entendre et tout ça. Mais
Il y en a certains, oui, ça a coupé, mais après, c'est un enchaînement de choses aussi. On a grandi, on a changé, on a déménagé, ce qui joue aussi pas trop en notre faveur là-dessus. Je pense pas que ça soit tellement les enfants qui aient tout là-dedans, quoi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Alors maintenant, on va aborder ton deuxième enfant du coup qui s'appelle Charlotte et donc c'est tout récent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet bébé numéro 2? Comment ça s'est passé? Alors, projet de bébé numéro 2, je dirais, est né le jour où j'ai accouché de bébé numéro 1. C'est vrai? J'ai C'était au même tout de moment? suite, ah ouais, j'ai tout de suite su que je voulais avoir un deuxième enfant. Autant quand j'étais enceinte de mon premier, je disais, déjà, je vais en faire un, et après on verra. Et en fait, dès que j'ai accouché, j'ai su que j'en voulais un deuxième, et j'ai su que je voulais que ça se passe pas pareil. Enfin, c'était pas pour réparer, parce que des fois, ça peut être mal interprété, comme je le dis, mais c'était pas pour réparer, c'est juste que je voulais vivre autre chose, et je savais que je voulais un deuxième enfant en lui-même, pas un pansement du premier. Mais ouais, c'est né directement. Après, voilà, je voulais pas non plus 9 mois d'écart entre mes enfants parce que je voulais bien laisser autant du temps à mon premier de grandir, d'avoir des moments avec ses deux parents que nous. Et puis voilà, lui laisser la place de prendre sa place de bébé quand même. Donc voilà, on voulait pas tout de suite, je voulais pas enchaîner des retours de règles et tout ça. Donc on a pris notre temps entre guillemets. L'expérience dont je parlais, on est parti, s'est mal passé professionnellement. Donc voilà, on s'est dit déjà ça allait pas. Ensuite, on a perdu chacun de notre côté trois de nos grands-parents, dont on était très très proches. Vraiment, c'était comme nos parents en fait. Enfin, et on les a perdus février, avril et juin de la même année. Qui a été extrêmement dur parce que ça nous a vraiment beaucoup éprouvé. Au départ de ma grand-mère, donc la première personne que j'ai perdue, on en a parlé avec mon mari et on s'est dit, waouh, il faut qu'on crée la vie dans toute cette mort qui nous entoure en fait. Enfin, c'est pas pour remplacer la phrase horrible que je trouve un qui part, un qui arrive, c'est horrible ça, mais non, en fait, on avait beaucoup de deuil à faire. Et fait qu'on a perdu deux autres grands-parents dans la foulée. Et voilà, on s'est dit que c'était pas possible de rester comme ça. Et de toute façon, ça nous travaillait déjà l'idée d'avoir un deuxième enfant. Donc on s'est dit, bon, on en reparle quand on attend un an, voir comment on se passe dans le timing. Donc j'ai perdu ma grand-mère, Nathan a eu un an. On a perdu la grand-mère de Kevin. On a perdu mon grand-père. On était en Corse, on est revenu sur le continent du coup. Et quand on est arrivé sur le continent, donc on est revenu dans le sud de la France cette fois. Et quand on est arrivé ici, on s'est dit, bon allez, là je pense que on repart de zéro. On ferme cette page cette année qui était quand même assez noire de notre côté. Et on va se lancer doucement dans le projet BB2, quoi. Donc on s'est lancé dans le projet. J'ai enlevé mon stérilet, du coup, c'était en septembre, et je suis enceinte en octobre. Ah ouais, d'accord. Et là, c'était en 2022? 2021? Non, 2023. 2023. 2023, Ouais, ouais, c'est ça. Oui, parce que du coup, on avait commencé la formation janvier 2024. Donc, c'est ça. c'est ça. Là, si j'ai bien compris, donc t'es tombée enceinte en octobre 2023. Octobre. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Alors, et du coup, comment tu l'as vécu quand t'as vu T'as fait peut-être un test de grossesse? Ouais, c'était. Ouais. En fait, je me suis fait griffer par un chat errant. Et du coup, je me suis dit, ouais, faut pas que je sois enceinte là parce que je viens de me faire griffer à toxoplasmose, tout ça, c'est pas foufou. Ah oui. Du coup, j'ai fait un test hyper précoce, c'est le truc que tu payes 15 € à la pharmacie, là, négatif. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est pas pour tout de suite. Et c'était à 2 jours avant mes règles. Du coup, c'est vraiment le truc ultra précoce. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour cette fois, c'est pas grave. C'est que le deuxième cycle, du coup, bon, je me suis dit, mes règles vont arriver. Sauf qu'en fait, 3-4 jours plus tard, pas de règles. Et sauf qu'elles devaient arriver. Et du coup, je dis, bon, c'est bizarre quand même. Donc là, pour le coup, je fais un test dans le dos, entre guillemets, de mon mari. Bon, le prélevé était commun. C'est juste le test qui était sur son dos. Et j'avais dit qu'il était négatif, ultra précoce. Du coup, on était parti sur un nouveau mois, quoi. Et je fais le test dans son dos. Et pour le coup, une toute petite barre, mais toute légère. Ah, peut-être que. Donc, du coup, je l'ai fait le matin, première urine du matin, tout ça. Je vais faire ma petite prise de sang pareil dans son dos. Enfin, maintenant, mon grand à la crèche. Je vais faire la prise de sang dans la foulée. Et ben non, positif, pas beaucoup, mais positif quand même. Donc le soir, j'ai fait une petite surprise devant la télé pour rattraper un petit peu la première histoire, la première annonce de je suis tombée devant le nez au réveil et qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai fait une jolie annonce toute mignonne.
il va être papa, enfin, on attend d'aller grand frère. Comment il l'a vécu, ton conjoint? Surpris. Surpris? Ouais. Parce que, bah, en fait, vu que j'avais dit 3 jours avant, c'est négatif, pour le coup, c'était la vraie surprise. Mais ouais, super content. C'était vraiment un projet commun. Donc voilà, on était super contents tous les deux. Et puis, ça nous apportait une belle perspective pour 2024, après 2023, qui a été quand même assez pourrie. Bah ouais, j'imagine. Je pense que ça a été un petit brin de bonheur finalement à travers cette C'est période qui a ça. été hyper difficile pour vous. Je pense que vous aviez besoin au fond de vous d'avoir quand même en fait des nouvelles positives. Je pense quelque chose Ça. Bah, qui après, vous dans apporte le de la joie deuil, heureusement, on avait dans le déjà deuil. Nathan, parce que clairement, le pauvre, on lui a fait, je pense que mine de rien, on lui a fait vivre émotionnellement, même si on lui a vraiment expliqué, dit que c'est pas sa faute, mais bon, il nous voyait, il sent tout. Donc, heureusement qu'on avait lui. Et c'est vrai qu'avoir la petite sœur par-dessus le marché, c'était un petit peu la petite étincelle de fin d'année, qui nous a fait beaucoup de bien. Bah ouais, j'imagine bien. Franchement, c'est fou comme tu dis. Trois personnes décèdent dans l'entourage comme ça. C'est, c'est dur. Tu vis ce deuil de la première personne qui décède et ensuite t'enchaînes le deuxième, la troisième. Et t'as même pas le temps de te remettre finalement que ça s'enchaîne quoi. Je pense. En fait, c'est même pire que ça parce qu'en 2 ans, on a perdu 5 personnes. On a perdu une maman, une sœur et 3 grands-parents. On parle pas de personnes éloignées, quoi. C'est vraiment des personnes très proches. Donc ouais, c'était assez intense cette période-là. Bah ouais, c'est clair. Et comment vous le viviez dans votre couple? Est-ce que ça vous a plus rapproché ou est-ce que ça vous a distancé dans tout ça? Non, ça nous rapproche parce que comme j'avais abordé tout à l'heure, mais pour la maman de Kevin, c'était une longue maladie. Mais en fait, enfin, une maladie qui n'a pas été si longue que ça, mais une maladie. Et en fait, on s'était dit, en fait, si on survit à ça, on survit à tout. Et Ouais. ça a été le cas pour le coup. Et pour le coup, on est vraiment la bouée de l'un de l'autre. Du coup, voilà, chacun notre tour, on arrive à se donner une bouffée d'oxygène, quoi. On est vraiment là-dessus, on est fort. Ouais. Non mais carrément. Enfin, moi je vous trouve hyper courageux par rapport au fait d'avoir vécu tout ça quoi. Donc vraiment, merci de nous partager tout ça parce que tu vois, on l'aborde peu ça aussi. Tu vois, autour du deuil, souvent on c'est assez tabou si je puis dire et le fait d'aborder ça, c'est tellement précieux. Ouais. Mm. Et alors, du coup, comment tu l'as annoncé auprès de ton fils que t'attendais ton deuxième enfant? Après, il était quand même assez petit quand il avait 18 mois, donc bon, il comprenait. Mais bon, clairement, on n'est pas non plus dans une discussion très élaborée à cet âge-là. Donc oui, je lui ai expliqué. Je lui ai dit qu'il allait avoir une petite sœur. C'est lui qui l'a annoncé quasiment à tout le monde, parce que j'avais acheté un petit pull où il y avait écrit bientôt grand frère. Donc pour le coup, c'est lui qui l'a annoncé au papy mamie, en vidéo ou en visuel. Donc parfois en vrai, parfois en faux. Donc on lui a beaucoup expliqué. Bon, sur le moment, il a pas compris. Après, ouais, il a grandi aussi au fur et à mesure de ma grossesse. Et quand on a atteint 2 ans, là, on voit qu'on commence vraiment à pouvoir discuter avec lui. Donc ouais, on lui a beaucoup expliqué à ce moment-là. Puis, il voyait mon ventre grossir. Donc, bon, pour lui, 9 mois, c'est équivalent à une vie, quoi. Et donc, pour lui, Mm. limite, j'avais toujours eu un gros ventre comme ça. Donc, c'est vrai que voilà, on lui expliquait quand elle a commencé à bouger. Parce que, bah voilà, j'ai pris du ventre tout de suite. J'ai eu un gros ventre parce que vraiment, moi, ça c'est pas loupé que je suis enceinte. Donc, quand elle bouge, on la sent bien. Quand elle a commencé à bouger, voilà, on lui disait, est-ce que tu veux toucher? Est-ce que tu as envie de donner un petit coup à la petite sœur? Voilà, on l'a jamais forcé. On a aussi acheté beaucoup de Choupi à une petite sœur. Choupi va être grand frère. Choupi nous a beaucoup aidé. Donc voilà, on a essayé de vraiment lui expliquer, de lui faire comprendre que c'est pas, enfin, ça sera toujours lui et lui, il sera toujours là, il aura toujours sa place. C'est vrai que c'est pas évident et pour le coup, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilité à lui faire une petite sœur. En fait, c'est assez bizarre, pas dans le sens à être enceinte parce que voilà, j'ai adoré être enceinte encore une fois, vraiment ma période préférée dans ma vie. Mais j'adore être enceinte. Et voilà, lui faire une petite sœur, c'est vrai que j'ai beaucoup culpabilisé de perdre quelque chose avec lui, quoi. Et ouais, et de plus pouvoir être dispo tout le temps pour lui parce que voilà, j'ai toujours eu cette relation avec mon fils où enfin, ça m'a jamais quitté ce truc de faut que je sois là, faut que je sois là, c'est impossible que je rate quoi que ce soit avec lui. Enfin, à chaque moment, je veux dire. Donc c'est vrai que ça m'a un peu mis
un coup de blues, surtout quand j'ai su que j'allais accoucher, quand j'étais en toute fin. Le jour où j'ai dû partir à l'hôpital, j'ai pleuré comme pas possible parce que mon fils allait plus être mon fils unique, quoi. C'était assez bizarre. Mais carrément, mais c'est vrai que c'est un sentiment qui est tellement difficile, tu vois. Je comprends Ouais. parfaitement. Enfin, combien de temps ça a pris pour toi, du coup, cette sensation-là? Bah, j'ai envie de te dire, c'est toujours là, hein. C'est toujours là? Après, après c'est différent parce que ma fille, elle est vraiment voulue. Enfin, je voulais un deuxième enfant, je voulais ma fille et je suis ravie qu'elle soit. Mais c'est vrai que j'ai toujours parfois ce petit truc de me dire, bah ouais, mais j'ai fait quelque chose, tu vois, genre quelque chose de mal alors que c'est pas vraiment le cas. Et tout le monde me dit, mais non, tu as fait un super cadeau, il apprend le partage et tout. Ouais, mais dans sa tête d'enfant, voilà, puis je vois que c'est compliqué. Enfin, c'est un bonhomme, il a pas encore 3 ans. Et bah, maman, elle est plus tout le temps là. Maman, des fois, elle est avec la petite sœur et elle est pas avec lui. Et ouais, des fois, souvent que je culpabilise et je me dis, j'ai envie de lui dire, je suis désolée, mon fils, mais voilà, c'est comme ça. Donc ouais, c'est pas super évident là-dessus. C'est ambivalent, quoi. Bah ouais, carrément. Et est-ce que tu avais réussi un petit peu à lui en parler de ce que tu vivais au fond de toi? Oui, je lui en parle et j'ai même écrit une lettre quand j'étais enceinte que je lui lirai quand il sera plus grand, où je lui donnerai, je verrai, où je lui explique que, enfin ça je lui ai dit, mais je lui ai aussi écrit et je me tenais à cœur de lui écrire pendant qu'elle était pas encore là, de lui dire voilà que je voulais partager quelqu'un, et puis j'avais peur de trop l'aimer aussi et voilà, enfin je lui ai écrit plein de choses. Pour lui expliquer que c'est pas que je voulais pas que lui, c'est que je voulais qu'il ait une sœur et enfin mon petit frère à l'époque, je savais pas, mais voilà, c'était vraiment j'ai essayé de faire en sorte que ça soit doux pour lui, même si je vois que l'atterrissage n'est pas si doux pour lui quand même, mais ça c'est un autre sujet. Ouais. En fait, t'avais vraiment peur de ne pas donner autant que ce que tu donnais avant, C'est quand ça. bébé numéro 2 était en route, quoi, à ce moment-là. Ouais. Et puis Ouais. quand elle est née, je me suis vraiment mis une pression à m'emporter près de la dépression, je pense, parce que je voulais passer autant de temps l'un avec l'autre sans négliger l'un de l'autre. C'était très bizarre. En fait, je me suis mis dans un état pas possible pour vraiment perdre rien des deux. Mais en fait, c'est pas possible. Il y a un moment, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit, en fait, tu sais, la phrase «l'amour se divise, mais pas le temps». Et c'est ça, en fait. Enfin, je peux leur donner beaucoup d'amour à tous les deux, mais à un moment, le temps fait que la journée, bah, il y a que 24 heures et donc il faut forcément que des fois, bah, je sois pas avec les deux et que voilà, je doive en laisser un pour aller voir l'autre parce que la petite, elle a 6 mois et elle pleure. Bah, désolée, mais il faut que tu t'occupes tout seul, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et puis tu fais au mieux aussi. Des fois, t'as pas toujours la possibilité de répondre aux besoins de tous tes enfants sur le moment même. Tu vas vraiment répondre aux besoins en particulier, tu vois, du bébé qui va avoir besoin, tu vois, C'est les ça. pleurs, effectivement, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est souvent, en fait, ce qu'on dit, c'est que l'amour, elle se multiplie aussi dans tout Oui, ça. Mais c'est vrai que c'est quand même une organisation où tu t'y attends pas et qu'il faut, en fait, se réajuster finalement à tout ça de se dire maintenant c'est plus qu'un enfant, s'il y a un deuxième enfant qui arrive, donc faut penser à toutes ces choses-là et c'est quand même pas mal de pression hein. En tant que parent, on se dit ouais, c'est comment on va faire, est-ce que je vais moins l'aimer, etc. C'est beaucoup de questions et je trouve que pareil ça on l'aborde peu sur les réseaux sociaux et pourtant un grand nombre de parents le ressentent, tu vois. ouais, c'est ça. Mm. Et puis l'organisation aussi, parce que en fait, ton organisation, peut-être trouver quelque chose qui roule, sauf que tu as un nouveau-né. Donc en fait, presque toutes les semaines, en fait, ça change parce que bah d'un coup, bah, elle se couche plus à telle heure, mais à telle heure, et puis d'un coup, elle veut plus t'étais à cette heure-là, mais à cette heure-là, et du coup, t'es sans cesse en changement et c'est vrai que c'est parfois compliqué, mais on trouve un rythme et on y arrive et vous allez y arriver si vous êtes dans cette situation. Ça va aller. Une petite lueur d'espoir qui fait du bien quand même à entendre, c'est C'est clair. ça. Alors du coup, cette deuxième grossesse, elle s'est très bien passée pour toi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure? Ouais, pour le coup, encore mieux que la première parce que pas de diabète. Donc clairement, ce qui m'a compris dans l'idée, il avait sûrement pas de diabète la première fois non plus. Mais bon, c'est pas grave. Pas de diabète. Tout s'est super bien passé. En fait, grossesse qui était un non-événement pour moi, je faisais tout comme avant, un peu plus de fatigue, un peu plus de kilos, mais franchement, j'étais super bien, super en forme, nickel.
Et à ce moment-là, tu avais fait une reconversion pro du coup, ou est-ce que tu étais restée dans le même métier que tu faisais avant? C'était en cours. Enfin voilà. Après j'ai eu le congé maternité, enfin qui m'a coupé un peu de ça. Mais non, pour le coup, j'étais en train de me former parce que je voulais potentiellement changer, mais j'étais toujours dans la même situation qu'avant. Du coup, tu avais aussi réalisé un projet de naissance? Alors oui et non. En fait, quand je suis tombée enceinte et avant que je tombe enceinte, c'était mon projet était de ne pas avoir de césarienne. C'était surtout pas ça. Je vais réussir à, ça s'appelle un AVAC, du coup à faire un accouchement vaginal après césarienne. Voilà, c'était mon but. Et puis la grossesse a avancé. Ça a commencé à me faire peur, en fait, d'accoucher voix basse. Peur de l'inconnu, parce que pour le coup, la césarienne, je sais comment ça se passe, mais pas à la voix basse. Peur de plein de petites choses. Et puis, voilà. J'ai commencé à me dire, ouais, je sais pas, je suis pas hyper à l'aise avec cette idée d'accoucher voix basse. Hein. Ça me plaisait pas. Et puis, j'en parlais à la massage-femme, j'en parlais à... Et tout le monde me disait, mais non, mais oui, tu vas y arriver, bien sûr que tu vas y arriver. La peur, mais c'est normal. Mais voilà, j'étais vraiment, oui, bon, bah ok, je vais y arriver, on verra bien. Et puis ma fille, un jour, le lendemain de l'échographie T3, donc à plus de 6 mois de grossesse, elle me fait un petit peu mal au ventre, quelques contractions. En fait, elle s'est retournée. Elle s'est mise du coup, donc elle était en bas normal, et elle s'est mise en siège. J'ai su ça 2, 3 jours après pendant un rendez-vous de routine à l'hôpital avec une gynéco. Et du coup, elle me dit, ah ouais, va falloir s'activer et tout, sinon c'est césarienne. Et là, je me suis dit, ça a mis une petite pierre enfin, une petite pierre quelque part. Et je me suis dit, ouais, ben pourquoi pas en fait, césarienne. Et en fait, ça m'a surpris moi-même, mais j'ai commencé à me dire, ouais, mais en fait, césarienne, au final, c'est pas tant l'acte qui m'a fait quelque chose, c'est comment ça s'est passé. Et en fait, je sais que quand tu as une césarienne, bon, accoucher baba, ça se fait très bien et de plus en plus, mais on force pas trop quand même. Si quelque chose se passe trop long, trop machin, on a plus tendance à partir vite vers une césarienne, mais du coup, il reste une césarienne d'urgence parce que c'est pas le plan, quoi. Et en fait, j'avais tellement peur que ça tourne mal qu'au final, cette perspective me faisait plus peur que d'accoucher baba, c'est que ça se passe mal et que ça finisse mal. Enfin, c'était très bizarre. Et bon, bref, le temps a passé et au final, j'ai fini par... Donc, ma fille s'est retournée tête en bas, donc il n'y avait plus ce problème. Mais moi, j'ai pas bougé et en fait, j'ai fini par dire, mais en fait, je préfère accoucher par césarienne mais que tout se passe bien. Que ça soit une césarienne tranquille, calme, où je suis réveillée, où on m'explique ce qui se passe. Et voilà. Et donc, j'en ai parlé à ma gynéco une fois à l'hôpital et elle m'a dit, OK, bon, fixe la date. Et en fait, c'était la seule personne qui m'a dit, OK. Et ben, on a fixé la date et j'étais à l'hôpital pour accoucher en césarienne et tout s'est super bien passé. Ah bah, c'est super. Donc du coup, vraiment, ce deuxième accouchement, ça a dû te rassurer alors sur le fait d'avoir une césarienne et tout ça. Donc là, je crois que c'est plutôt une césarienne programmée, du coup. C'est ça, césarienne programmée, slash de convenance, slash horriblement dit de confort, ce qui n'est absolument pas le cas parce que c'est pas confortable une césarienne, s'il vous plaît. Mais oui, c'est ça, césarienne programmée et que j'ai demandé. Donc c'était écrit en gros sur mon dossier que j'avais demandé la césarienne. Et mais voilà. Et puis j'avais quand même un avantage non contestable quand tu as un enfant, c'est que je savais quel jour j'allais accoucher. Et donc je savais, j'ai pu poser mon fils le matin à la crèche, lui dire maman, elle va sortir la petite sœur. Ce soir, c'est une mamie qui vient te chercher et demain tu pourras venir voir maman à l'hôpital avec Charlotte qui sera là. Voilà. Et ça pour moi. Et mon envie de contrôle et mon besoin de lui expliquer tout de A à Z, ça a été super pour moi aussi de pouvoir lui expliquer que voilà, ça allait se passer comme ça et pas autrement quoi. Et Bah ça s'est carrément, passé puis comme ça. c'est rassurant aussi pour lui de savoir tout ce qui se passe du coup autour de lui, de savoir à quel moment sa petite sœur elle va arriver, mais de savoir aussi où est-ce que tu es, parce que tu es sa maman et tout. Et je trouve C'est que c'est ça. tellement précieux ces instants-là. Et du coup, il est venu te voir le lendemain alors? Alors, du coup, ça s'est pas si bien passé comme prévu que ça. Mais Ah enfin, ok, là-dessus, vas-y. ma césarienne s'est très bien passée. Ouais. Ça a été vraiment génial. Enfin, j'ai vécu un super moment. Donc, ma fille est née à 9 heures le matin.
Et en fait, donc mon fils était à la crèche ce jour-là parce que bah, il était chez mamie la veille au soir. Et le soir, ils allaient rechercher et du coup, ils devaient venir soit le soir, soit le lendemain me voir. Donc du coup, j'ai écrit à la crèche parce que ça sera aussi la crèche de ma fille. Et je leur dis, ça y est, la petite sœur est arrivée, Charlotte est née, elle va bien, j'espère que Nathan va bien, bonne journée à vous. Et la crèche me répond une bonne heure après. Il me dit, alors félicitations, c'est parfait. Par contre, nous, Nathan, c'est pas la forme. Il a vraiment beaucoup de fièvre aujourd'hui. On hésite à appeler vos parents. C'est pas la forme. Proposez Doliprane. Je dis bah donnez Doliprane et du coup j'ai appelé ta mamie. Et j'ai dit écoute Nathan, il est pas en forme là. Tu peux aller le chercher plus tôt, ça serait pas mal. Qu'elle va le chercher plus tôt. Elle me dit bon ça va et la fièvre est descendue. Effectivement, il est un peu vaseux. Donc voilà, je le surveille. T'en fais pas, tout va bien. Et puis donc le temps passe. Arrive l'heure du repas à l'hôpital, donc il devait être 18h, 18h30. Et en fait, il y a mon mari qui est à côté. Moi, j'ai Charlotte sur moi, je m'occupe de ma fille, j'essaie de mettre en place tant bien que mal l'allaitement, bon voilà, les préoccupations de maman qui vient d'accoucher. Et en fait, je vois mon mari qui est sur son téléphone et qui dit, oh bah tiens, j'ai un message, Kevin, est-ce que tu peux? Et en fait, il se lève et il sort. Et je fais, oula. Donc ce message, c'est de la famille de Nathan. Et là, j'entends ça et je fais, ok. Et en fait, il se met devant la porte. Bon, il était un peu dans l'urgence, donc il a pas trop percuté, mais en fait, j'entendais tout. Il a dit, ah bon? Ah! Oh, oh là 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 là! Et moi, j'entends ça et je fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il rentre. Et donc, moi, je fais, bah alors? Il dit, non, mais t'inquiète. Je dis, non, mais c'est bon, là, dis-moi, je sais qu'il se passe quelque chose. Et en fait, mon fils avait fait des convulsions, chez ses grands-parents, trop de fièvre. Il a convulsé. Donc, ils ont paniqué, ce qui est normal, j'aurais paniqué aussi. Ils ont appelé les pompiers. Et en fait, il était aux urgences d'un autre hôpital. Voilà, dans un autre hôpital. Et là, moi, forcément, t'es en plein postpartum, t'es en pleine chute d'hormones. Et il se passe exactement tout ce que j'avais peur, c'est-à-dire ne pas être là pour mon fils quand il en a besoin, parce que je suis avec sa sœur. Enfin bref, ça explose dans ma tête, je me mets à pleurer. La sage-femme qui rentre. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Catastrophe. Bref, dans ma tête, c'était le tsunami. Mon fils est aux urgences sans moi, dans notre hôpital. Moi, je suis là, je suis coincée avec ma fille, entre guillemets. Enfin, c'était horrible parce que, en fait, c'est tout ce que j'avais peur qui se manifeste le jour de naissance de Charlotte, quoi. C'était horrible. Ouais, il a fallu que ça tombe pile poil à ce moment-là. Et ça, malheureusement, ça se contrôle tellement pas. C'est ça. Mais Du c'est coup, ça. c'est son papa qui est venu le voir, du coup, aux urgences. Il a pu quand même te Alors, parler de ce qui s'est passé. non, parce que mon mari n'a pas le permis. Donc, du coup, il D'accord. était bloqué aussi avec moi. Bref, après, on a laissé gérer papy et mamie. Ils étaient tous les deux. Enfin, j'ai confiance en eux, sinon j'aurais pas laissé mon fils. Mais voilà, c'était un peu compliqué. Donc, ils nous ont tenus au courant. Au final, Nathan allait quand même très bien. Il a juste une otite. Et au final, bah, quand t'as trop de fièvre, ça se passe comme ça chez les enfants. Chose qu'on savait pas et que eux savaient pas non plus. Mais comme quoi, avoir trois enfants, ça t'apprend pas tout. Mais bon, voilà. Donc ils allaient bien, ils sont rentrés pas trop tard. Et vers 1 heure du matin, là-dessus, je suis enchaîné sa nuit de la Java. Donc du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Mais bon. Donc il est pas venu ce soir-là parce que bah, il avait de la fièvre, il était pas bien. Mais il est venu le lendemain, par contre. Parce que du coup, il a pas été à la crèche. Donc ma sœur a pris le relais, elle a pris Nathan. Et puis, bah, pour le coup, dans l'après-midi, il allait mieux. On a quand même demandé aux sages-femmes et aux médecins, on a dit, est-ce que mon fils peut venir, sachant qu'il a eu de la fièvre, il a une otite, est-ce qu'il peut venir voir sa sœur? Et ils m'ont dit, écoutez, on peut pas vous dire oui, parce que ça reste des microbes, et ils m'ont dit, d'un autre côté, vous allez sortir demain, est-ce que vous allez laisser votre fils toute la semaine en dehors de chez vous? On a dit, bah non. Ils dit, bon, bah voilà. Donc en fait, je peux pas vous dire oui, mais dans les faits, ok. Du coup, il a pu rencontrer sa sœur, du coup, le lendemain de sa naissance. Et j'ai pu revoir mon petit garçon que j'avais pas vu depuis 48 heures, chose qui n'est pas arrivée jamais, en fait. Ouais. Moi, ça a dû te rassurer de le revoir. Tu t'es dit, au final, C'est ça. il va mieux et tu peux au moins partager ce moment-là avec lui aussi de... Ah, puis du coup, je suis passée je l'aurais aperçu le soir après la crèche, après le travail. Ah, au final, il a passé l'après-midi dans mon lit avec, donc j'avais dans mon lit mon fils, ma fille. J'étais très bien. Le bonheur, quoi. C'est ça. Ah, franchement, c'est trop bien de savoir ça, du coup. Et bah, j'imagine, en fait, à cette période de 2023, ton conjoint, il a pu être présent pour toi quand t'avais accouché.
Ouais, c'est ça. Bah, après, Ouais. c'était aussi un de mes souhaits pour le coup qu'il soit là. Et pour le coup, déjà, j'avais changé de maternité parce que j'étais passée dans le sud et pour eux, Ah oui. c'était déjà plus évident quand même d'impliquer le papa et d'être un peu plus, entre guillemets, humain, même si eux, c'est pas, ils étaient pas humains, mais ils étaient plus normés. Là, c'était vraiment, c'était évident pour eux s'il n'y avait pas de problème que papa soit là. Donc, il a assisté à la naissance de sa fille comme moi. Voilà, c'était vraiment très, très bien. Ouais, ça a dû te faire du bien, je pense, dans tout ça, parce qu'au final, deux accouchements complètement différents, mais aussi l'importance d'avoir son conjoint de présent, en fait. C'est ça, il Et était là et on a vécu ensemble. ouais, Et c'est là que je voulais revenir aussi, si tu le permets, sur bien les sûr. douleurs. Parce qu'en fait, je te disais que la première fois, j'ai eu affreusement mal. Et en fait, je m'étais préparée. Pour le coup, je m'étais dit, OK, je vais avoir une césarienne, je le sais, je vais avoir mal. Donc voilà, je suis dans ma tête, je m'étais dit, et en fait, et j'ai pas eu mal. T'as pas eu Et en mal? fait, c'est là que je me suis dit, je pense que le mental joue énormément parce que la première fois, je voulais pas de cette césarienne. Vraiment, c'était l'horreur pour moi. C'était tout ce que je voulais pas. Et après, je suis pas médecin et voilà, je pense que c'est un petit peu aussi de ce qu'on pense, mais j'ai vraiment mal vécu. J'ai eu tellement mal, mais physiquement, hein, c'était vraiment des douleurs physiques. La cicatrice, le ventre me faisait mal. Là, la cicatrice, pas du tout. Enfin, le jour même, j'étais debout à changer la couche de Charlotte, tranquille. J'avais pas mal. Et en fait, c'est les sages-femmes qui sont venues me voir du coup vers 20h en changement de service pour me dire, enfin, pour faire le point. Elle me dit, mais vous avez pas eu de cachet aujourd'hui? J'ai dit, ah bah non, bah non. Et c'était le jour de mon accouchement, j'avais une césarienne et j'avais pas eu de médicaments du tout. Et en fait, j'en ai pas pris. Enfin, j'en ai si j'ai dû le prendre allez, une fois la première nuit, justement quand j'ai eu tout ce melting pot de Nathan aux urgences, Charlotte qui a fait sa nuit de la Java et tout ça. C'était peut-être un peu intense pour la cicatrice, mais c'est tout. Je les ai pas pris sinon et j'ai pas eu mal. C'était même pas de l'excès de zèle, j'avais pas mal et j'ai pas eu mal et je suis accouchée le mercredi, je suis sortie vendredi. Donc en fait elles m'ont dit vous êtes sortie comme un accouchement à voix basse parce que j'ai demandé à sortir plus tôt. En fait elles me disent moi j'ai pas de raison de garder votre fille parce que les bébés en fait c'est ce délai-là qu'il faut les garder minimum si tout va bien. Et elle dit normalement vous gardez plus une césarienne pour vous. Elle a dit mais là ne vous demandez rien, vous avez pas mal, il n'y a pas de cachet, je vais pas vous garder contre votre gré quoi. Donc je suis sortie et hyper rapidement et j'ai pas eu mal. Waouh, bah tu vois, franchement, ça fait trop plaisir à entendre de savoir que tu vois le deuxième accouchement s'est super bien passé et t'as eu raison du coup d'aborder sur les douleurs parce que effectivement moi je connais pas tout ça et je trouve que c'est important aussi d'en parler. Et est-ce que par rapport à ton premier accouchement tu t'étais préparée justement à cette deuxième césarienne en peut-être en t'instruisant ou est-ce que tu avais fait une préparation sur tout ça? Non, alors j'ai pas fait de préparation liée à la césarienne. Comme je te dis, je m'étais dit que j'allais avoir mal, mais j'avais pas non plus, j'ai pas fait de l'hypnose ou des choses comme ça, j'avais pas fait. Par contre, d'un autre côté, j'ai quand même lancé un podcast entre-temps qui parle d'accouchement. Et pour le coup, j'en ai entendu des césariennes et des accouchements divers et variés, des expériences diverses et variées. Donc, pour le coup, j'étais quand même là, cette fois-ci, très informée pour de vrai sur les accouchements et comment ça se passait. Donc voilà, est-ce que ça a joué aussi? Sûrement. Je pense qu'il y a plein de petites choses qui ont joué et l'information aussi. Mais c'est vrai que même moi, je me suis surprise à pas avoir mal, quoi. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Et je pense vraiment que le fait d'y aller sereinement et de me dire c'est ce que je veux, et bah ça a fait que mon corps s'est dit bon bah ok, bon bah ça va alors. Bah, carrément. Bah, merci de prendre le temps d'en parler de tout ça. Et je voulais savoir, est-ce que tu as réussi du coup à mettre en place cet allaitement que tu désirais? Ouais, j'ai réussi non sans mal. Voilà, Charlotte, bon, déjà, était née à terme, était un bon bébé, vraiment. J'avais pas de problème de poids avec elle. Et bon, on fait la première nuit, donc nuit de Java, bah, c'est la nuit de la montée de lait aussi. Donc, elle m'a fait la première nuit et pas la deuxième nuit. Donc, ça, pareil, c'est pas une règle absolue que c'est la deuxième nuit, parce que moi, clairement, c'était la première nuit qu'elle me l'a fait. Donc voilà, la première nuit un peu compliquée. J'ai quand même pas mal appelé bah, les sages-femmes ou les auxiliaires qui étaient là de garde, qui ont essayé de m'aider, mais enfin, clairement, la mise au sein était pas fou. Après, elle prenait du lait. Je voyais bien qu'elle avait elle avait la petite goutte ou qu'elle les fameux signes, qu'elle tétait les oreilles, tout ça. Bon,
Je voyais, elle perdait, elle a perdu ses 10% de poids que tout le monde perd, mais elle reprenait pas mal. Donc bon, voilà, ça allait. Par contre, pour le coup, j'avais mal. Quand elle tétait, ça me faisait vraiment très très mal. J'en ai parlé parce que je sais, d'avoir été formée quand même un petit peu, que tu dois pas avoir mal, que c'est pas normal d'avoir mal. Et j'avais vraiment, pour le coup, très mal à ce niveau-là. J'en ai parlé à tout le monde. Enfin, toutes celles qui passaient dans ma chambre disaient ça va, ça va, mais j'ai mal quand elle tète, ça me fait vraiment très très mal. Et il y en a une le dernier jour, qui m'a dit, non mais madame, c'est normal, hein, faut prendre mal impatience, c'est comme ça se met en place. Ok. Parce qu'à chaque fois, en fait, elle me remettait ma fille en position. Elle me disait, non mais ça va, la position, ça va, enfin, tout va bien, c'est juste qu'il faut que ça se fasse. Bon, moi, je savais que c'était pas normal, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire quand tu demandes à 5, 6 personnes différentes qui te disent toutes que c'est normal? Bon, bah voilà. Sauf que rentrer à la maison, enfin, vraiment, c'était à la limite du supportable. Et le fait est que j'ai réussi à avoir une conseillère en lactation physique qui m'a vue et qui m'a dit, waouh, j'ai jamais vu des crevasses pareilles. Comment tu fais pour tenir? Et j'ai dit, bah j'ai mal, mais écoute, voilà. Elle m'a dit, bah vraiment, vraiment félicitations. Surtout que j'ai pas mis de bout de sein parce que j'ai essayé une fois ou deux et Charlotte, je trouvais que ça la gênait plus qu'autre chose, donc j'enlève ça, ça. Elle, ça la gêne et moi, je sais que c'est pas foufou quand même, donc bon, voilà, j'ai préféré les enlever, mais ouais. Mais vraiment, la conseillère est venue le jour, la nuit qui fait, j'ai dit, si elle trouve pas de solution, j'arrête. Parce que vraiment, ça faisait très mal pour le coup. Mais bon, elle a trouvé la solution. C'était effectivement un problème de position et surtout en bouche du sein. Voilà, clairement, pour dire les choses assez crûment. Mais en fait, c'était juste que je savais pas correctement lui mettre dans la bouche et elle avait besoin que je lui montre. Et voilà. Et elle m'a montré comment faire. Elle m'a fait un soin avec des barres. Je sais plus comment ça s'appelle. Des petits barres qui fument un peu comme de l'encens. Elle m'a fait un soin avec ça qui a réparé un petit peu les crevasses et on est à 7 mois d'allaitement. Mais c'est génial, tu vois. Et tu relèves vraiment tout plein d'informations dans tout ça. Mais vraiment, c'est hyper important que bah, les professionnels de santé ou bien des personnes en fait se forment pour pouvoir accompagner les femmes qui veulent en fait essayer l'allaitement. Parce que tu vois, dans ton histoire, tu as été accompagnée, mais peut-être que les professionnels ne savaient pas trop comment faire à ce moment-là. Et c'est tellement précieux de dire bah, on va être là pour vous, on va vous accompagner. Et le fait qu'on vous dise, mais c'est normal d'avoir des douleurs, mais pas du tout. Et bien sûr que ça nécessite quand même d'être consulté tout ça, parce que tu vois, tu avais même des crevasses, donc j'imagine pas la douleur que tu as pu ressentir à ce moment-là. Mais c'est tellement précieux de justement d'accompagner les femmes dans tout ça. Enfin, je dis les femmes, mais vraiment le couple aussi, parce que le coparent a tout autant son importance dans l'allaitement aussi, hein, sur le fait de soutenir et tout sa conjointe. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que un allaitement qui se passe bien, c'est un allaitement qui est sans douleur. Mais vraiment, Oui, si vous ressentez de la douleur, vraiment n'hésitez pas à aller voir une consultante ou un consultant en lactation, mais ne restez jamais seul avec ça parce que en fait, tout le monde peut allaiter, hein. Toutes les femmes peuvent allaiter, sauf contraintes médicales au niveau santé. Mais encore une fois, c'est vraiment les professionnels qui vont pouvoir vous indiquer là-dessus. Mais si vous avez ce projet d'allaitement, entourez-vous de professionnels qui sont qualifiés par rapport à ça, mais ne restez jamais seul avec ça. Et t'en es vraiment la preuve, tu vois, dans tout ce que tu partages là. Donc, c'est ça. c'est précieux. Ouais, merci Je pense que de pour le d'avoir dit coup, ça. ma formation m'a aidée parce que je savais qu'il fallait me battre, qu'il fallait que je continue à le dire que ça allait pas et que je vois quelqu'un. Mais honnêtement, j'aurais pas été formée, je me serais dit, bon, bah, c'est normal d'avoir mal, moi, ça me fait mal, j'arrête. Enfin, le moment, ça faisait, c'est pas juste, oui, ça fait un petit peu mal, ça picote. Non, c'était horrible. Euh, et j'aurais pu arrêter et mettre encore cet allaitement par terre, bon, ce qui aurait pas été dramatique. Comme j'ai dit, mon fils était nourri au biberon, il en est pas, il se porte très bien. Mais quand même, ça, c'est quelque chose, c'est toujours mieux, surtout quand tu en as envie. Donc voilà, faut pas hésiter. Et si on vous dit c'est normal, allez voir quelqu'un d'autre. Et tant pis, on tape à toutes les portes, mais au moins quelqu'un va vous trouver la solution. C'est clair, il faut vraiment pas hésiter à avoir plusieurs avis médicaux là-dessus et mais carrément. Et c'est surtout quand c'est quelque chose qui vous tient à cœur de ce projet-là. Mais je sais pas, franchement, ça me fait mal d'entendre qu'il y a des femmes qui se disent bah je vais arrêter l'allaitement parce que du coup ça se passe mal, j'ai mal.
Et alors qu'il y a des outils, tu vois, pour pouvoir les aider, des personnes qui sont là pour elles. Et franchement, ça me peine. Et on a eu énormément de chance d'être dans une formation où vraiment on aborde tous ces sujets tabous, mais en disant aussi qu'il y a des solutions et que tout allaitement est faisable et qu'on peut même arrêter l'allaitement et pouvoir reprendre par la suite. On Oui. peut, en fait, il y a toujours la possibilité. Ouais, je pense que c'est important de bien s'entourer professionnellement et surtout d'avoir un deuxième avis médical ou un troisième avis si nécessaire. Mais surtout quand vous voulez quelque chose, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos projets et franchement, ça va bien se passer. En tout cas, on a abordé plein de choses sur ton histoire. Du coup, sur ton postpartum avec Charlotte, est-ce que tu peux nous en parler en quelques points du coup de comment tu l'as vécu? Pour le coup, ça s'est très bien passé. Je savais ce que c'était, je savais à quoi m'attendre. Je savais que, voilà, ça serait un petit peu dur. J'ai quand même eu moins de visites parce qu'on est parti dans le sud. Donc, pour le coup, il y avait moins la possibilité ça a aussi joué en ma faveur. La seule chose qui a été compliquée, comme je l'ai abordé rapidement, c'est voilà, gérer, d'avoir deux enfants, la pression que je me mets toute seule, parce que clairement, je me rends bien compte que je me suis mis beaucoup de pression là-dessus. Mais voilà, ça a été un peu compliqué. La chute d'hormones a été dure aussi parce que, bah, mais pour le coup, t'as la fatigue. Donc, pour le coup, j'ai fait un vrai bon baby blues, à pleurer toute la journée parce que j'ai pas réussi à faire cuire mon steak comme il faut. Enfin, des trucs bêtes, mais voilà, ça, je l'ai vécu. Et aussi parce que je suis fatiguée. Je parle au présent parce que je suis encore un peu dedans. Et parce que je suis fatiguée, j'ai quand même un enfant déjà, pas très grand. Et c'est un choix, mais voilà, ça joue aussi. Donc voilà, juste là-dessus, la fatigue. Mais sinon, tout va bien. Et Charlotte est un bébé tellement patient et tellement résilient. Je suis admirative d'elle, quoi, clairement. Quand son frère se met à brailler, elle se met en pause et elle revient, elle me regarde. Et quand c'est fini, voilà, c'est dit, ok, maintenant c'est mon tour. Donc, ouais, vraiment, les deuxièmes, ça change aussi pas mal de choses. Ouais, ouais, j'imagine bien. Et on va conclure du coup sur ce dernier point. Si tu avais des mots tu vois, à dire à ces parents qui nous écoutent à travers ton épisode, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire, accrochez-vous. Accrochez-vous. C'est fatigant, mais c'est beau. Et renseignez-vous. Parce que voilà, c'est un peu mon cheval de bataille sur l'accouchement, mais c'est important vraiment de se renseigner sur tout ce qui peut se passer, même si vous voulez pas entendre parler. Ouais, ça fait peur et on veut pas forcément entendre parler, mais vraiment, d'expérience, de savoir ce qui se passe, ça change tout. Profitez de ce que vous pouvez. Bah, merci pour ces petits mots de fin. Je pense que ça fera vraiment du bien à tous ces parents qui nous écoutent. Ça va peut-être les rassurer dans tout ça. Merci d'avoir pris ce temps à toi de nous avoir partagé ton histoire en tant que maman, de ces coups très difficiles aussi dans ta vie, de tout ce que tu as pu aborder parce que ça va être une source d'espoir pour beaucoup, beaucoup de parents, de tout ce que tu as traversé. Donc, merci pour c'est tous ces sujets que tu as abordés sans tabou, avec toutes tes émotions du moment. Et moi, je te souhaite beaucoup de bonheur avec tes deux enfants. Et je te souhaite le meilleur pour la suite pour ce projet que tu as envie de mener auprès des parents. Et je suis persuadée que tu vas y arriver. Donc, merci à toi pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi de m'avoir écouté. Merci pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Je t'invite à partager tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour est vraiment essentiel pour que je puisse créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, le lien de mon formulaire est disponible dans la barre d'informations de cet épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt dans ma bulle de douceur.